Tout commence avec notre gars qui fait le truc classique d'ado, à regarder par la fenêtre et à se plaindre de la vie quand un chauve de malheur s'écrase la face contre la vitre juste à côté de lui. Puis ce salaud se penche avec un sourire à lui donner des claques et dit « Oups, ma main a glissé. Ça te dérange de me dire ton nom pour que je puisse m'excuser correctement ?» Zion ne réfléchit pas et répond « Je suis Zion, juste Zion, c'est tout, pas de nom de famille. » L'intimidateur trouve ça hilarant et demande si sa maman était trop occupée pour lui apprendre le nom de son papa. Mais Zion fait abstraction de lui parce que, regardez, chaque personne dans ce bus est du bétail de condamnés en route vers les mines de travail forcé. Personne ne gagne à la loterie de la vie, encore moins ce chauve agaçant qui s'assoit, passe un bras autour de Zion en ami et lance son numéro. On est tous criminels, autant s'entendre. Il demande à Zion pourquoi il est là. Zion, excédé, lui décoche un coup de poing qui le propulse plusieurs rangées plus loin. Il se lève, fait craquer ses articulations et lâche « Si tu veux savoir, un meurtre ». Ensuite, la scène change pour Néo-Séoul, et Zion commence à raconter l'histoire du meurtre qu'il a commis. Maintenant, si l'on chipote sur les détails, il n'a pas tué une personne car dans ce monde post-apocalyptique complètement foutu, seuls les forts sont considérés comme humains, et il a tué un rat de rue qui essayait de lui voler ses affaires. Rien de personnel, juste des ordures qui éliminent d'autres ordures. Sauf que le rat mourant a utilisé son dernier souffle pour lâcher le pire rebondissement possible. Mon frère, c'est Jiri Young, comme dans Giri Young l'éveillé, comme dans ce demi-dieu vivant qui va maintenant te retrouver, c'est certain. Félicitations Zion, tu viens de faire un speedrun de tes propres funérailles, ce qui explique exactement pourquoi il est dans ce bus en direction du fin fond de nulle part, essayant de disparaître dans le sable. Retour au présent, et la malchance de notre gars ne l'a pas quitté, car ce salaud se relève presque aussitôt, s'essuie le sang sur le visage, gratifie Zion d'un sourire de pur psychopathe et lui demande s'il a fini. Ensuite, il attrape notre gars par le visage, le projette contre le pare-brise, fait craquer ses articulations et soudain, il s'illumine. Pendant ce temps, notre gars panique. Il se dit « Putain, j'ai tellement essayé de m'enfuir et de rester discret, mais c'est quoi cette poisse? J'ai fini par offenser un éveillé. » Et alors qu'il est en pleine crise de panique, quelque chose d'énorme percute le bus. Les passagers sont projetés dans tous les sens. Puis le bus tout entier est violemment entraîné sur le côté dans un immense tourbillon de sable. Un passager couvert de sang crie au chauffeur de faire quelque chose, mais ce dernier reste assis là à marmonner, comme si son cerveau avait été déconnecté. Et juste avant que le sable ne les engloutisse, le gars saisit les derniers mots du chauffeur. Ce n'est pas la route de la mine. À l'intérieur, tout le monde est secoué comme des jouets, tandis que le sable s'engouffre par les fenêtres. Zion regarde simplement la lumière diminuer, songeant que toute sa vie n'a été qu'une même boucle misérable. Et alors qu'il est en train de mourir, il se dit que tout cela est un cliché classique d'un manhwa de 3e zone, un pauvre type qui meurt misérablement en quelques instants. Sa main est la dernière chose qui dépasse du sable, sauf que les yeux de Zion s'ouvrent brusquement. Tout son système nerveux brille d'un éclat doré. Soudain, toutes sortes de visions traversent son esprit. L'ancien monde enfoui sous la tête de la Statue de la Liberté, reposant dans les dunes comme une figurine oubliée. La tour Eiffel brisée en deux et à moitié dévorée par le sable, et des villes entières réduites à des squelettes rouillés cuisant sous le soleil. Depuis l'espace, la Terre n'est plus bleue. Elle est entièrement recouverte de sable. Et Zion serre les dents et décide que non, absolument pas. Il ne finira pas comme un autre cadavre sans nom dans le plus grand cimetière du monde. Puis, presque par pur instinct, il fait claquer son doigt et crie « Souffle de sable !» et une décharge d'énergie traverse l'insecte, le déchirant en deux. Notre gars ressort trempé de jus d'insecte, se disant qu'il ne va pas mourir. Il survivra dans ce monde maudit de sable. Il reprend son souffle, le cœur battant à tout rompre. Chaque cellule en ébullition, il regarde ses mains. « Attends, je me suis éveillé ?» Pendant ce temps, le ver des sables n'en a pas fini. La bête se cabre pour un dernier rugissement assoiffé de sang, prête à finir le travail, et Zion, ce salaud qui, il y a 30 secondes, n'était que de l'engrais, plante ses pieds au sol et lui crie en retour « Allez, viens alors !» Et juste au moment où notre héros fraîchement éveillé est sur le point de vivre son grand moment, une véritable armoire à glace surgit de nulle part, pousse Zion sur le côté et lui dit qu'il bloque le passage. L'homme massif aux cheveux sombres frappe, et l'onde de choc à elle seule envoie Zion voler à travers les dunes comme une poupée de chiffon. Il atterrit en roulant, crachant du sang et du sable, et lève les yeux juste à temps pour voir une lame colossale, de taille industrielle, s'abattre sur le verre. Une fois qu'il en eut fini avec la bestiole, Han Young-beom est resté là, à cultiver son aura, avant d'ordonner à son équipe de bouger. Zion est au sol, en train de réaliser qu'il a failli mourir, et le type qui l'a sauvé ne l'a même pas regardé. Puis, de nulle part, une fille aux grands cheveux bleus surgit à ses côtés, ricanant comme une folle, annonçant que le géant est leur capitaine. Il s'agit de Gisèle. Et avant même que Zion puisse cligner des yeux, elle est sur lui. Elle lui attrape le bras à une vitesse qui ne devrait même pas être légale, et il se dit immédiatement « Oh non, celle-là est pire ». Elle se moque du ver des sables, qui n'était même pas un adversaire digne de ce nom. Han Young-beom s'éloigne, complètement blasé par sa propre victoire, et Gisèle soulève Zion dans les airs comme un sac de pommes de terre avant de s'effondrer aussitôt dans le sable avec lui.
Elle rit tout du long, examinant son avant-bras nu avec une curiosité vraiment enfantine, se demandant à voix haute quel rang et quelle capacité il possède, et soudain, son visage se fige. Elle crie en direction du capitaine, pointe le bras de Zion du doigt et annonce à toute l'escouade que ce gamin n'a aucun insigne de rang. Juste à ce moment-là, Quatre Yeux a commencé à crier et à hurler depuis le camion que le soleil se couche, et que le désert, la nuit, est l'endroit où les rêves vont mourir. Gisèle regarde Zion et demande au capitaine ce qu'ils doivent faire de lui, faisant remarquer qu'il mourra certainement tout seul ici. Hanyang Beom lui lance un long regard calculateur, ses yeux gris fixés sur lui. Finalement, le capitaine hausse les épaules et dit « Jetez-le dans le camion ». Il se dirigeait vers les mines de toute façon. Gisèle célèbre comme si elle avait gagné un prix et le balance à l'arrière. Coupure sur Zion qui rebondit à l'arrière du camion parmi les caisses de ravitaillement. Et pendant que tout le monde est occupé à ses affaires, notre gars mène tranquillement ses propres expériences. Il ouvre la paume de sa main et une minuscule spirale de sable parfaite commence à tourbillonner au-dessus, répondant à ses pensées. Ouais, il s'est éveillé. Très bien. Et c'est là que ça devient intéressant. Il regarde enfin son avant-bras et réalise que l'insigne est là. Il est exactement de la couleur du désert. Maintenant, Zion fait un rapide tour d'horizon mental de ce qu'il sait sur le système de classement. La couleur de votre insigne vous indique quel genre de pouvoir vous avez. L'énergie folle de Gisèle, type magique, marque bleu vif. Le capitaine Hanyang Beom, clairement un type combat avec une aura rouge sang, la totale en matière d'intimidation. Et Zion, manipulation directe du sable, quelque chose dont il n'a même jamais entendu parler. Sa marque indique officiellement le rang F, le fin fond du panier, le trophée de participation des éveils. Mais le pouvoir qu'il sent en lui s'étend comme le désert lui-même, sans limite. Et c'est là qu'un petit sourire sinistre se dessine sur son visage car, pour la première fois de sa misérable vie, il a l'impression d'avoir un avantage. Il décide de garder tout cela secret jusqu'à ce qu'il puisse affronter le monde entier en solo avec ses pouvoirs de sable. Avance rapide et le camion arrive aux mines de cristal de Monaco. Xeon est toujours ligoté et entouré de gardes, mais l'ambiance est complètement différente maintenant. Il scanne tout. Un garde aux cheveux roux le pousse en avant et lui ordonne d'avancer. Xéon se plaint des cordes et le garde lui dit de se taire avant qu'il ne soit bâillonné, lui aussi. Pendant ce temps, Hanyang Beom et Gisèle restent en retrait près du camion, le regardant se faire escorter à l'intérieur. Gisèle s'étire, bâille et considère toute cette histoire comme un coup de chance. Le gamin a eu de la chance que le ver des sables ne finisse pas son déjeuner, mais le capitaine n'y croit pas. Il se souvient de ce trou sur la tête du ver des sables. Ça ne peut pas être de la chance. De plus, il se souvient avoir ressenti une brève poussée de pression brute juste avant de frapper, et son instinct lui dit que ce gamin maigrichon n'est pas ce qu'il semble être. Alors que Xéon disparaît dans la mine, Hanyang Beom ressent une rare pointe de regret de ne même pas avoir demandé le nom du garçon, car quelque chose lui dit qu'ils vont se recroiser. Notre garçon Xéon est donc conduit au plus profond de cette colonie minière, et les amis, qualifier cet endroit de colonie est un euphémisme. C'est essentiellement une prison souterraine géante, éclairée par des enseignes aux néons bourdonnantes, avec des bâtiments métalliques douteux empilés les uns sur les autres. Les rues sont bondées du genre de personnes qui vous poignarderaient pour un sandwich, toutes en train de boire et de manger les restes qu'elles peuvent dénicher. Xéon est assez impressionné par l'ampleur du marché noir pour une mine de travail forcé. Puis il demande au rouquin s'il compte le laisser comme ça, qu'est-ce qu'il est censé faire. Mais le rouquin se retourne brusquement et crie à notre gars qu'il n'est pas sa babysitter et mentionne nonchalamment qu'il adorerait lui mettre une balle dans le crâne avant de le déposer. Xéon recule immédiatement et lui dit que tout ce qu'il voulait demander, c'est ce qu'il est censé faire ici. Le rouquin lui dit de faire ce qu'il veut, bon sang. Alors maintenant, notre gars est seul, affamé et officiellement enregistré comme un déchet jetable dans le système. Il décide de profiter de sa petite fenêtre de liberté pour regarder autour de lui et trouver de quoi manger. Il s'approche d'un étal de marché délabré où un vieil homme ridé et ancestral broie des épices avec l'énergie étrange et calme d'un type qui a certainement déjà tué des gens. Xéon essaie d'engager la conversation, mais quelque chose cloche dans l'air et ses instincts de survie se mettent à lui hurler de garder l'œil sur ce vieillard. Derrière le comptoir, il y a une affiche de propagande délavée qui dit que notre labeur illumine Néo-Séoul, avec une bande de mineurs ridiculement heureux dessus. Le vieux marchand, qui s'appelle Clexi, remarque que Xéon fixe l'affiche et lui demande s'il trouve le petit dessin du gouvernement inspirant. Clexi commence immédiatement à parler par énigme et lâche la bombe. Ce ne sont pas les cristaux de mana qui alimentent réellement Néo-Séoul. Xéon, qui a déjà attrapé une brochette de viande sur l'étalage et a commencé à la manger parce qu'il meurt de faim, lève les yeux et demande ce qu'il veut dire par là. Clexi pointe un doigt directement vers son visage avec un petit sourire effrayant et lui explique le grand secret. Les rats de rue désespérés qu'ils envoient dans les mines sont le carburant. Une fois qu'un lot est épuisé, ils font simplement venir d'autres déchets pour les remplacer. C'est une histoire effrayante, mais Xéon ne bronche pas pour autant et rétorque simplement qu'à son âge, le vieil homme devrait se préparer à l'au-delà plutôt que de donner des conférences TED aux nouveaux venus. Clexi lui rit au nez, montre qu'il en sait bien plus qu'il ne devrait et lui demande ce que ça fait d'être à l'intérieur d'un ver des sables géants. Xéon est surpris que les rumeurs se soient déjà propagées, mais il s'en moque.
Notre gars hausse simplement les épaules et dit qu'il est venu ici pour gagner de l'argent, pas pour discuter. Alors Clexi décide de lui montrer quelque chose d'intéressant et pointe du doigt ses étagères poussiéreuses au fond, remplies de vieux objets rouillés et de boîtes en carton. Xéon regarde et pense immédiatement que ce vieil homme a fini par perdre la tête, car ce n'est littéralement qu'un tas d'ordures. Mais soudain, le regard de Clexi se glace. Ces boîtes, ce sont les affaires laissées par chaque mineur qui l'a précédé, un petit musée d'hommes morts. Il explique que chaque nouveau venu arrive en jouant les durs, s'accrochant à ses petits souvenirs et à sa fierté. Mais finalement, la peur de mourir dans la mine plongée dans le noir complet les brise, et ils commencent à vendre tout ce qu'ils possèdent, y compris leur dignité, juste pour s'acheter un jour de misère supplémentaire. Ensuite, ils meurent de toute façon et tombent dans l'oubli. Il conclut son discours de motivation en disant à Xéon qu'un vrai homme laisse un héritage, et que des déchets comme lui ne laisseront que plus de déchets. Xéon finit sa viande, claque la brochette vide sur la table et demande combien il doit, s'attendant à des prix normaux. Le sourire de Clexi s'élargit et il dit « 10 sols ». Xéon manque de s'étouffer. 10 sols pour un morceau de viande de rue, comme si le truc était assaisonné avec de l'or véritable. Clexi lui rappelle que dans un trou à rats souterrain, la nourriture est un luxe et que la brochette qu'il vient d'engloutir valait chaque pièce. Et juste au moment où Xéon est sur le point d'en venir aux mains à cause de la pire note de restaurant du monde, l'ambiance dans l'échoppe chute brutalement. Des ombres de la ruelle surgit une bande de voyous armés, tenant des couperets, des haches et des couteaux rouillés, bloquant toutes les issues. Xéon ne se dégonfle pas pour autant. Il leur lance un regard noir et déclare qu'il ne paiera pas un seul centime à un voleur. C'est alors qu'un colosse, un homme de main, apparaît tranquillement derrière lui, comme dans une cinématique de combat de boss. Clexi croise les bras, s'amusant comme un petit fou, et demande à Xéon quel est son prochain coup. Xéon essaie de garder son calme, disant qu'il est physiquement impossible pour un prisonnier fraîchement arrivé d'avoir une telle somme sur lui, mais l'homme de main sert plus fort, et Xéon est obligé de faire semblant d'être détendu et de leur demander de discuter. Clexi glousse et répond qu'il est un homme d'affaires très raisonnable avant de pointer directement la poche de Xéon. Il veut le cristal de mana de haute qualité que Xéon a fait passer en contrebande. Xéon se fige, car comment ce vieil homme peut-il déjà être au courant? Il se souvient de tout ce qu'il a enduré pour garder ce cristal en sécurité. Il tente une dernière chose, demandant s'il peut simplement ouvrir une ardoise, mais le colosse ne l'entendait pas de cette oreille. Il a fracassé la tête de notre gars sur le comptoir. La seconde suivante, Xéon a activé ses pouvoirs. La main du géant a volé. Tout le monde autour de lui était choqué, et là, il est devenu complètement fou en lançant une attaque de zone, faisant comprendre à tous qu'ils ne sont que des insectes face à lui. Génial, non? Mais le gars était juste en train de s'imaginer dans un montage épique, parce qu'en réalité, rien de tout ça n'est arrivé. Le géant le tient juste par la tête, lui demandant s'il était en train de rêvasser, parce que notre gars est resté à fixer le vide tout ce temps comme un idiot. Xéon sort de sa petite rêverie et fait rapidement le calcul. Ouais, il a le pouvoir maintenant, mais son corps est en miettes et sa magie du sable est pratiquement inexistante. Chercher des noises à tout un syndicat en ce moment, c'est se faire tuer facilement. Alors il soupire, sort le cristal de mana bleu brillant, le balance sur le comptoir et dit à Clexi de le prendre et de s'étouffer avec. Les yeux de Clexi s'écarquillent, car cette pierre est énorme et pure, bien meilleure que ce qu'un débutant devrait posséder. Pourtant, il essaie de l'arnaquer en lui offrant peut-à-dire 100 sols. Xéon perd les pédales, disant que ça en vaut le triple, et Clexi se contente de rire, affirmant que la loi de l'offre et de la demande fonctionne différemment ici, et lui dit d'aller se faire dévorer par les vers des sables si ça ne lui plaît pas. Sans autre option, Xéon se cogne la tête contre le comptoir par pure frustration, en murmurant pour lui-même « Pas encore, ce n'est pas le moment ». Quand il relève la tête, il saigne et sourit, et dit froidement au vieux voleur que s'il se fait déjà dépouiller, il veut aussi un bonus provenant du tas de ferraille. Le colosse qui monte la garde à proximité grogne, en lui disant de surveiller son langage, car tout ce campement est rempli de voleurs. Xéon le regarde droit dans les yeux et lance « Ouais, je suis en train de regarder le plus gros en ce moment même ». Clexi respecte ça et lui répond « Très bien, remise pour les nouveaux clients. Va choisir ce que tu veux à l'arrière. » Alors Xéon se dirige vers un tas de bric-à-brac laissés par des morts et commence à fouiller dans des boîtes, des chiffons et des pièces cassées, sans vraiment s'en soucier. Clexi l'observe depuis le comptoir, remarquant que ce gamin a une obstination étrange que la plupart des travailleurs perdent après un certain temps. Soudain, Xéon sort un déguisement ridicule du tas, de fausses lunettes avec un nez et une moustache, et les enfile par-dessus son visage ensanglanté avec un sérieux imperturbable. Clexi dit qu'il est rare de voir un mort vivant avec ce genre d'humour. Puis, l'expression loufoque de Xéon disparaît instantanément. Quelque chose sous un tas de fer rouillé attire son regard, et il se fige. Clexi mentionne que ce n'est qu'une vieille antiquité qu'une caravane a laissée derrière elle il y a des lustres. Xéon le ramasse quand même, toujours avec ses lunettes stupides. C'est un vieux sablier lourd et orné, rempli d'une étrange poussière scintillante, et il se sent étrangement attiré par lui. Il dit à Clexi « C'est ça, mon bonus ». Clexi, pensant que le gamin n'a aucune idée de ce à quoi ressemble la vraie valeur, lui tape dans le dos avec moquerie et le traite de génie pour avoir choisi des déchets inutiles. Xéon s'en va avec ses babioles, mais avant de partir, il jette un coup d'œil en arrière et demande le nom du vieil homme. Clexi lui répond en criant
Clexi! En ricanant comme un fou. Zéon crache par terre et dit qu'il espère ne plus jamais avoir à revoir ce visage ridé. Clexi ricane simplement et marmonne qu'il le reverra beaucoup plus tôt qu'il ne le pense. Passage à la soirée, notre garçon se détend dans sa chambre, jouant avec le sablier posé sur le sol devant lui. Il estime qu'il lui reste environ 10 minutes avant que le sable ne s'écoule. Il s'assoit en tailleur, ferme les yeux et tente de méditer pour surmonter le traumatisme de la pire journée de sa vie. Quand il ouvre les yeux, il brillant d'une lueur ambrée, et il saisit le sablier en disant « Bouge ». Rien ne se passe. Le sable continue simplement de s'écouler comme s'il ne pouvait pas l'entendre. Déçu, il se dit que cet objet n'a rien à voir avec ses pouvoirs sur le sable et qu'il ne s'agit que d'une décoration inutile. Mais en le fixant à côté d'un vieux jouet et d'une horloge cassée, il est frappé par un sentiment de déjà-vu intense, comme si quelqu'un avait laissé ce sablier ici spécifiquement pour qu'il le trouve, bien qu'il soit certain de ne l'avoir jamais vu auparavant. Avant qu'il ne puisse assimiler cela, sa porte est arrachée de ses gonds d'un coup de pied. Un type immense fait irruption en hurlant comme un maniaque. Il hurle sur Zéon, lui demandant pourquoi il n'est pas encore à la ligne d'extraction, agacé d'avoir dû venir le chercher lui-même. Zéon, ne se laissant pas faire, répond calmement que son nom n'est pas « bâtard » et que personne ne lui a dit où aller. Mauvaise idée, mon pote, parce que Park Man-ho a trouvé ça irrespectueux et a commencé à le tabasser, si bien que Zéon arrivait à peine à respirer sous les coups de poing et de pied. Finalement, ce salaud s'ennuie, le jette comme un déchet et lui dit de se lever et de le suivre, s'il veut que les coups s'arrêtent. Zéon se traîne pour se relever, les côtes en feu, et fixe le dos du type, se promettant silencieusement qu'il tuera cet homme de ses propres mains, quoi qu'il arrive. Un peu plus tard, ils arrivent au puits de mine du secteur 3, un chaos de chariots rouillés, de rails en fer et de nuages de vapeur toxiques. Un vieux mineur à l'équipement marqué par les cicatrices attend, et Park Man-ho lui ordonne d'équiper ce bâtard inutile. Le vieil homme aide Zéon à enfiler un gilet orange, le prévenant de ne rien perdre ni endommager, car chaque pièce d'équipement est déduite de sa paie, et chaque cristal qu'il extrait appartient à l'entreprise. Zéon s'attache un casque muni d'une lampe frontale sale, essayant de comprendre quel est son salaire réel, quand soudain une pioche s'abat dans le sol juste à côté de sa tête. Park Man-ho se tient au-dessus de lui, hurlant que la pioche sera également déduite de sa paie, puis lui demande s'il a besoin de leçons pour savoir comment balancer un bâton avec une pierre au bout. Puis il pointe du doigt la partie la plus sombre et la plus louche de la mine et dit « Jetez cet idiot dans le puits 972 ». Le vieux mineur pâlit et tente de protester en disant que le puits 972 est instable et rempli de choses dangereuses, mais Park Man-ho menace de l'y jeter à la place. Alors le vieil homme hoche simplement la tête, terrifié, et commence à traîner Zéon vers les portes. Park Man-ho crie un dernier avertissement, lui disant de ne pas remonter sans pierre de mana, sinon il pourrait bien le tuer. Zéon, déjà à moitié mort, marmonne simplement « Ouais, va te faire foutre ». Zéon descend donc dans la mine avec ce vieux mineur, et le type lâche nonchalamment que Zéon est arrivé littéralement le pire jour possible, car un certain Park Man-ho a tout perdu au jeu hier soir et avait besoin d'un défouloir. Zéon tend l'oreille, cependant. « Attends, il y a des jeux d'argent ici ?» Le vieil homme répond « Ouais », et continue en expliquant que les niveaux inférieurs sont essentiellement un deuxième bidonville. Des jeux d'argent illégaux, de l'alcool frelaté, de la drogue, la totale, juste pour garder les prisonniers trop défoncés pour causer des problèmes. En gros, le jumeau maléfique de la ville d'en haut. L'ascenseur grince tout au long de la descente comme s'il allait lâcher à tout moment, et Zéon tient sa pioche comme s'il se fichait éperdument de tout ça, tandis que le vieil homme continue de radoter sur le fait que cette raclée n'avait rien de personnel. Park Man-ho vient de perdre toutes ses économies au jeu et avait besoin de quelqu'un sur qui se défouler. Zéon se plaint que sa peau est trop douce pour le travail manuel, totalement indifférent à ce qui l'attend. Puis l'ascenseur s'arrête brusquement quelque part dans une obscurité quasi totale, et le vieux mineur sort et dit calmement « Ne t'inquiète pas pour les ampoules, gamin, tu ne seras pas là assez longtemps. » Zéon marmonne quelque chose comme « Alors c'est ça, le fameux puits 972 » et immédiatement, son instinct lui hurle que quelque chose ne va pas. Il demande s'il peut juste extraire quelques cristaux rapidement et appeler par radio quand il aura fini, et la réponse du vieil homme est digne d'un cauchemar. « Tu ne reviendras pas. » Plus d'une douzaine de gars ont disparu ici ces 2 dernières semaines, sans corps ni explication, y compris 4 mineurs expérimentés, que le vieil homme connaissait personnellement. Avant même que Zéon puisse réaliser ce qui arrive, l'ascenseur se referme brutalement et remonte en flèche, le laissant complètement seul dans le noir. Le vieil homme regarde à travers la grille, l'air coupable, et dit « Je suis désolé, gamin, et merci », le remerciant en fait d'avoir été assez stupide pour entrer dans un piège mortel afin que personne d'autre n'ait à le faire. Zéon réalise tout d'un coup ce qui se passe et commence à hurler dans le puits, suppliant le type de ne pas le laisser là. Cette peur se transforme très vite en une rage pure et simple. Zéon insulte Park Man-ho et tout ce système pourri qu'il a condamné à mort simplement parce qu'un riche n'a pas pu s'empêcher de jouer. Il perd les pédales et fracasse sa pioche contre la paroi de la grotte. Sauf que la roche est bien plus dure qu'elle ne devrait l'être, et l'onde de choc lui arrache l'outil des mains et l'envoie voler dans l'abîme d'un noir absolu. Il se jette dessus mais ne saisit que du vide.
Il se force à se calmer et à vraiment regarder autour de lui, et c'est là qu'il réalise que ce n'est pas une mine normale du tout. Il se demande « Quel est cet endroit ?» La brume à ses pieds n'est pas de la poussière, mais du mana brut. Une magie liquide si pure et concentrée qu'elle tuerait n'importe qui en quelques secondes. Il arrache son casque pour mieux voir, se demandant d'où toute cette puissance peut bien s'échapper. Il rampe dans l'obscurité, tâtonnant sur ce sol glacé et irrégulier jusqu'à ce que sa lampe frontale éclaire quelque chose de métallique. Il est soulagé une seconde, l'attrape et réalise que c'est sa pioche, mais son visage se décompose car le manche est cassé net en deux. Il marmonne quelque chose comme « Eh bien, au moins je l'ai retrouvé », essayant de voir le bon côté des choses pour une fois. Et pendant une fraction de seconde, il pense vraiment que sa chance est peut-être en train de tourner. Et non. Le sol se désintègre soudainement sous lui, et un immense tourbillon d'énergie rouge sombre s'ouvre juste sous ses pieds. Ses yeux s'écarquillent, tandis qu'une force invisible l'aspire brutalement vers le bas, dans un vide lumineux, et il tombe en hurlant, essayant de comprendre s'il s'agit d'un portail ou d'une sorte d'anomalie magique qui l'engloutit tout entier. Son casque et sa pioche brisée tombent avec lui, tournoyant dans l'obscurité, sa lampe frontale vacille jusqu'à ce que tout soit englouti par les ombres. Alors qu'il chute à travers ce vide infini, son esprit commence à se défaire sous l'effet de l'apesanteur, et tous ses souvenirs brutaux de son enfance lui reviennent en mémoire. Il se revoit en gamin maigrelet et affamé, abandonné sous la pluie pendant que les adultes passent sans s'arrêter, marmonnant qu'un rat de rue comme lui ne survivrait pas à la semaine. À l'époque, tout ce qu'il voulait, c'était exister quelque part sans cette faim constante qui le rongeait. Il se souvient avoir volé un morceau de viande sur un étal de marché un hiver et s'être fait briser les os par la guilde des marchands en guise de punition. Un autre souvenir surgit. Il court à travers des ruelles pluvieuses, poursuivi par une foule qui hurle que sa vie pathétique s'arrête là, alors que tout ce qu'il a toujours voulu, c'était rêver d'un avenir normal comme n'importe quel autre enfant. Même si sa vie était merdique, au moins personne ne le traquait activement. Mais ensuite, c'est arrivé aussi. Tout ce que Zéon a toujours voulu, c'était une vie normale sans que la mort ne plane constamment au-dessus de lui. La chose la plus simple au monde, sauf pour lui. C'était toujours une sorte de fantasme impossible. Toute cette douleur attise cette haine odieuse dans sa poitrine. Et juste à ce moment-là, l'impact. Zéon se réveille en sursaut, haletant, le visage contre la roche brûlante et fissurée. Une épaisse vapeur lui brûle les poumons à chaque respiration. Il se traîne pour se relever, se tient la tête lancinante et essaie de comprendre où diable il a atterri. L'air est suffocant, brûlant et insupportablement humide. Il touche le sol, ses doigts ressortent couverts d'une fine poudre grise, et soudain, il comprend. Ce n'est pas de la terre, c'est littéralement de la cendre volcanique. Il s'essuie le sang et la sueur sur le visage, lève les yeux, et son regard s'écarquille de pure terreur à mesure que le paysage se dévoile à travers la fumée. Des lacs de lave, des rivières de roches en fusion et d'immenses colonnes de feu rugissant vers le ciel. Notre gars vient d'être largué en plein milieu d'un donjon volcanique actif. Alors, pendant que Zéon essaie de réaliser tout ça, il regarde ses mains et elles projettent des étincelles oranges comme un cierge magique défectueux, parce que la température ambiante ici se situe quelque part entre saignant et à point. Il se cache derrière un rocher pour reprendre son souffle et effectue la vérification obligatoire du protagoniste d'Isekai. Non, ce n'est pas un rêve, ni une hallucination due à la fièvre. C'est un vrai donjon actif, et il est vraiment sur le point d'y mourir. Ses mains sont noires de crasse volcanique. Ses poumons sont pratiquement en train d'être exfoliés par le soufre, et il se dit que s'il reste immobile plus longtemps, ses poumons vont se dissoudre. Alors, il serre ses bottes, déchire une bande de son t-shirt, l'attache sur son visage et prend ce regard froid de protagoniste. Vous voyez le genre, ce regard qui dit « Je suis sur le point de speedrunner ce niveau infernal ». Il scrute à travers la fumée, repère la plus haute montagne de toute la caverne et se dit « Ouais, c'est ça qu'il me faut. Alors c'est là qu'il va ». Il part en sprintant, soulevant de la cendre, et commence à se crier des trucs motivants en pleine course, ce qui est un trait de personnalité auquel je ne m'attendais pas, mais bon, on en est là. Il est là à hurler son propre nom et à jurer qu'il n'abandonnera jamais. Genre, mec, personne n'a demandé. Économiste en oxygène. Il saute par-dessus une fissure dans le sol, et immédiatement la croûte s'effondre sous lui parce que l'univers le déteste tout particulièrement, et il manque de se faire éjecter directement dans une fosse de feu sans fond avant de réussir à accrocher ses doigts à une corniche. Puis, dans le même souffle, il effectue une pirouette acrobatique en plein air pour esquiver des geysers de lave qui jaillissent du sol et, d'une manière ou d'une autre, plaque une main sur une étagère rocheuse brûlante et se hisse vers le haut. Il s'effondre de l'autre côté, à bout de souffle, et fait le classique coup de poing sur le sol façon anime parce qu'il est furieux. Il commence à insulter ce type, Park Mano, et à jurer sur son honneur qu'il va personnellement en finir avec ce mec dès qu'il sortira. Puis il se reprend en pleine crise de colère parce qu'il réalise que la rage est littéralement en train de le cuire plus vite. La colère fait monter la température corporelle, ce qui, dans un donjon de lave, équivaut essentiellement à des dégâts auto-infligés. Un petit coup de génie de la part de Zéon. Respect. Il se relève, se dit d'arrêter de trop réfléchir et court tout simplement. Et bien sûr, juste au sommet de son saut suivant, alors qu'il est suspendu, impuissant, dans les airs sans aucune option, le sol sous lui s'ouvre et une gueule géante de la taille d'un immeuble tente de l'avaler tout rond.
Un énorme monstre de roche fait de pierres noires et de veines de magma incandescent jaillit des profondeurs, percute la paroi du canyon et déclenche une avalanche de rochers et de feu, comme la pire machine à flipper du monde. La tête de la créature émerge des flammes, ses yeux brillants fixés sur Zéon, du magma dégoulinant de ses crocs de pierre. Zéon réagit par pur instinct et projette son bras en avant, et la cendre volcanique dans l'air lui obéit. Elle tourbillonne pour amortir le coup imminent, et en pleine panique, notre garçon réalise « J'avais donc raison, je peux aussi contrôler les cendres volcaniques avec ça ». Il atterrit brutalement sur cette corniche étroite, esquivant le coup, s'étale à plat ventre sur la pierre, et c'est alors que le vrai problème le frappe. Ce n'est pas le monstre de roche géant, c'est qu'il ne peut littéralement pas respirer. Son nez brûle, sa poitrine se soulève. L'air lui-même essaie de le tuer plus férocement que les boss. Et pendant une seconde, allongé là dans l'obscurité, il pense sincèrement que c'est dans cette tranchée qu'il va mourir. Puis il marmonne tout haut, à personne en particulier, que ce serait tellement injuste de mourir dans un trou avant même d'avoir eu une petite amie avec ça. Il tape du pied, refusant de laisser ses jambes lâcher. Pile au bon moment, une gueule immense et brûlante s'ouvre dans la mer de lave, dégageant une aura si lourde que Zéon peut à peine tenir debout. Il lève les mains en criant, et soudain, une voix moqueuse et amusée résonne nonchalamment à travers les flammes. La voix dit « ce gamin a une capacité plutôt intéressante. » Zéon se tourne dans tous les sens, essayant de comprendre qui diable parle à l'intérieur d'un volcan en activité. Et soudain, depuis le haut du plafond de la caverne, une silhouette humaine tombe. C'est un vieil homme qui sourit, tombant du ciel comme s'il se promenait tranquillement dans un parc. Il percute le sol avec un impact qui soulève une onde de choc de roches brisées et de poussière, et Zéon le regarde fixement en se disant « C'est quoi ce délire ?» Pendant ce temps, le vieil homme est toujours en plein atterrissage de super-héros, et lorsqu'il touche le sol, il laisse un cratère complet, envoyant Zéon voler comme une poupée de chiffon droit dans un mur. Bravo a dû atteindre le niveau 3 à l'impact, car les tympans de Zéon sont complètement explosés, sifflant si fort qu'il n'entend absolument rien. La poussière retombe. Zéon se traîne pour se relever, essuyant la crasse de ses yeux, essayant de comprendre ce qui vient d'arriver au monstre de magma et qui est ce vieil homme, bon sang. Le monstre appartient essentiellement au passé maintenant, et le vieil homme est aussi détendu qu'on puisse l'être. Il n'a même pas une égratignure. Zéon le remarque instantanément. Ce type n'est pas un éveillé ordinaire. Il est terrifiant à un tout autre niveau. Puis le vieil homme se tourne, fixe ses yeux cramoisis sur lui, et c'est comme se faire passer au rayon X par le diable. Une aura rouge émane de lui. Un pas lent en avant, le sol en pierre se fissure sous sa botte, et il lance « Qui es-tu » avec suffisamment de menaces pour arrêter le cœur de Zéon. Zéon est pétrifié. Le vieil homme esquisse ce petit sourire mortel et dit « Réponds avant que je compte jusqu'à 3. » Puis il commence simplement à compter. 3, 2, et la pression dans l'air double à chaque seconde. Zéon peut littéralement voir son propre reflet terrifié dans les yeux de ce maniaque, prêt à passer à l'action et à l'achever. Puis le vieil homme continue. Dernière chance. Tu comptes vraiment rester silencieux? Zéon essaie de parler et ne fait que bégayer, complètement écrasé par la soif de sang qui émane de cet homme. Le vieil homme le pointe du doigt, dit « C'est fini », remarque que les oreilles de Zéon commencent tout juste à fonctionner à nouveau, et dit d'un ton glacial « Meurs ». Ce seul mot libère Zéon de sa paralysie littéralement à la dernière seconde, et il commence à hurler pour sauver sa vie, en criant son nom. « Je suis Zéon, mon nom est Zéon ». Le vieil homme marque une pause, laisse échapper un petit rire moqueur et dit « Quel nom stupide ». Zéon reste là, à le fixer en retour, effrayé et furieux à parts égales, quand soudain l'air entre eux se déforme et qu'une énergie rouge dense les enveloppe tous les deux, et le vieil homme se présente enfin comme étant Dédon. Zéon se masse les tempes à ce stade, complètement au bout de sa vie, genre « Pourquoi tu continues à me menacer de mort et à me traiter d'abruti sans aucune raison ?» Dédon le regarde de haut, avec ce mélange parfait de pitié et de mépris, et lui explique enfin ce qui se passe. Il s'avère qu'ils sont tous les deux tombés dans ce qu'on appelle un Desner, en gros un piège spatial. Quand un donjon subit une surcharge de mana, tout cet excédent d'énergie cosmique déchire une faille et aspire tout être vivant à proximité dans le vide, ce qui est exactement ce qui leur est arrivé à tous les deux. Zéon hurle intérieurement parce que, évidemment, c'est bien sa veine. Bien sûr, il finit par atterrir dans le trou oublié, alors qu'il était en train de déprimer et de maudire Park Mano dans sa tête. Dédon le traite à nouveau d'idiot avec désinvolture, mais cette fois notre gars craque et lui lance « Arrête de m'insulter, vieil homme ». Dédon ignore évidemment complètement la remarque, se jette en avant à une vitesse folle, attrape le visage de Zéon dans une prise qui lui broie les os et lui ordonne d'injecter du mana dans ses yeux pour regarder ce qui l'entoure vraiment. Zéon essaie de se dégager, croise le regard du grand-père et capitule immédiatement pour commencer à canaliser son mana dans ses yeux. Dédon lui dit d'abandonner sa vision normale pour voir le mana à la place, et soudain, toute la vision de Zéon se déchire, la grotte se dissipe, et il voit soudainement la structure énergétique réelle de tout ce qui l'entoure. Et il manque de s'étouffer sur place parce qu'il y a quelque chose là. Dédon lui lance « Félicitations, tu étais traqué par un dragon de sable cramoisi.
Ensuite, il commence à expliquer que cette créature possède un camouflage magique et que les gens qui la rencontrent se font généralement dévorer avant même de remarquer sa présence. Zéon frissonne, car il était resté juste sous le nez de cette chose tout ce temps, sans se douter de rien. Et si ce vieil homme inconnu n'était pas arrivé pour en découdre, il serait déjà en train de servir de repas au dragon. Zéon est donc assis, partagé entre soulagement et frustration, réalisant que cet inconnu terrifiant vient de lui sauver la vie 2 fois en à peine 2 minutes chrono. Il fixe Daedon, se demandant quel genre de pouvoir insensé se cache sous cette tignasse sauvage et fidèle à lui-même, il demande prudemment « Hé, comment tu t'appelles » Daedon tourne lentement la tête, le regarde droit dans les yeux et répond « T'es débile ou quoi? Je viens de te le dire, c'est Daedon. » Zéon panique et tente de se rattraper. Genre « Non, non, vieux, je parlais de tes pouvoirs, et aussi, où est-ce qu'on est, bon sang ?» Daedon lui dit que c'est un donjon et que c'est son terrain de chasse personnel. Puis il rit comme un dément et dit à Zéon d'utiliser ses nouveaux yeux éveillés brillants pour trouver la réponse lui-même. Tout devient blanc. Les oreilles de Zéon sifflent tellement qu'il pense être devenu sourd, et quand la fumée se dissipe, il est juste assis là, à se demander « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Qu'est-ce qu'on fait là, au juste ?» Et bien sûr, comme prévu, une immense volée d'oiseaux enveloppés de feu plonge depuis le plafond droit sur lui, tels des missiles enflammés. Le vieil homme, pendant ce temps, reste tranquille. Il dit nonchalamment « Si tu vaux vraiment quelque chose en tant qu'éveillé, tu survivras à ça tout seul. Ne compte pas sur moi pour t'aider. » Ces oiseaux de feu se déplacent beaucoup trop vite. Zéon n'arrive même pas à les voir. Ce ne sont que des flous et des traînées d'éclairs rouges qui fusent en partout, et il insulte le vieil homme à voix basse tout en essayant de maintenir une sorte de posture. L'un d'eux lui frôle la joue et lui brûle la peau. Il esquive comme un fou. Mais la grotte est devenue un véritable stroboscope d'étincelles et de piquets, et il n'y a aucune place pour réfléchir. S'enfuir est hors de question. Il est coincé de tous côtés, et pour une raison quelconque, ces choses ne cessent de marteler son côté gauche encore et encore. Il agite la main pour en chasser une et se prend immédiatement 3 autres coups dans les côtes. Le sang coule sur son visage, il a des coupures partout, et il finit par réaliser. Son sable ne peut pas suivre. Ses yeux ne peuvent pas suivre. Il va mourir dans cette grotte. Et en plus de ça, son cerveau est en plein chaos parce que le vieil homme lui a maintenant sauvé la vie 2 fois, et il est en train de se faire massacrer tout en y pensant. Et le vieil homme choisit exactement ce moment pour intervenir, en disant « Tu vas juste rester là à attendre la mort ou tu vas vraiment te défendre ?» Il le traite de gamin pathétique. Il lui dit qu'il ne sait pas comment utiliser son propre pouvoir. Les oreilles de Zéon sifflent. Du sang coule littéralement de ses yeux maintenant, et une pensée se fixe. Il doit voir ce qu'il ne peut pas voir. Daedon hurle à travers le feu. « Arrête d'utiliser tes faibles yeux humains. Pousse ton mana directement dans tes nerfs. Nettoie tout ça. » En gros, coupe la vision humaine et active la version éveillée. Zéon se concentre si fort qu'il a l'impression que son crâne va se fendre et son œil gauche s'illumine d'or, le sang coulant le long de sa joue. Maintenant, il peut sentir le mana. Soudain, il esquive des coups qu'il ne pouvait même pas voir il y a 30 secondes, contre-attaquant avec un timing parfait, et quelque part au fond de son esprit, il se dit « Attends, est-ce que ce vieux salaud a tout prévu dès la seconde où il m'a jeté ici ?» Et puis, évidemment, comme si les choses n'étaient même pas déjà assez corsées, un monstre absolument massif se détache de l'obscurité, et la mâchoire de Zéon se décroche alors qu'il découvre enfin ce que ce donjon cachait réellement. Daedon, lui, n'est même pas un peu inquiet. Le type se jette simplement sur lui, en riant aux éclats, en disant « Ça faisait un bail que je n'avais pas été aussi excité. » Sur ce, Daedon charge le monstre, prêt pour un bon combat, et c'est la plus grosse déception du siècle, car le papy fend la chose en deux d'un seul coup. Il s'éloigne tranquillement du cadavre qui tressaille encore, en se plaignant à peine d'avoir transpiré. Ensuite, il passe en mode grand-père total, racontant qu'à son époque, les monstres offraient une vraie résistance. Zéon, pendant ce temps, reste là à regarder le gros lézard effrayant se faire couper en deux, comme si c'était banal, éprouvant une réelle pitié pour la bête. Et il laisse échapper un petit rire là face à ses propres choix de vie, car il est littéralement à bout de force. Puis, soudainement, une onde de choc le frappe si violemment qu'il s'effondre à genoux et vomit sur le cou. Il s'essuie la bouche et demande au vieil homme ce que c'était que ce bordel. Et Daedon répond « Oh ça, c'était juste le boss du donjon qui se raclait la gorge. » Chaque donjon a un boss final, et celui-ci est la raison même pour laquelle il s'est traîné jusqu'ici. Pile au bon moment, un Drake cramoisi sauvage apparaît. Zéon entend « Drake » et se redresse immédiatement en mode « Attends, c'est un dragon ?» Et le vieil homme brise ses rêves instantanément. Non, c'est un Drake, Rangbei, et il est en fait agacé d'avoir fait tout ce chemin pour un Rangbei au lieu d'un vrai dragon. Mais cette chose ne plaisante pas. Il est enveloppé dans un champ de force lumineux. Vous connaissez la chanson. Une aura rouge signifie combat au corps à corps. Bleu signifie type magique. Ce Drake brille en bleu, et en voyant ça, notre gars se dit « C'est beaucoup trop cheaté ». Mais le Drake ne s'est pas arrêté pour l'écouter se plaindre et a immédiatement ouvert le feu. Pendant ce temps, le vieil homme se lance directement vers la source du feu et abat son épée droit sur le crâne du Drake. Le Drake encaisse le coup et riposte avec ses griffes. Puis Daedon tente de contrer avec son épée et le Drake attrape carrément l'épée en plein élan.
Maintenant, il le tient. Il ouvre la gueule pour tirer à bout portant, pour le réduire en cendres, mais Dadon tend la main et juste, et il referme simplement les mâchoires de la chose, piégeant ses propres flammes à l'intérieur de son visage. Il lui demande, d'un ton très décontracté, « Ça fait mal? Ne t'inquiète pas, c'est la dernière fois que tu ressentiras quoi que ce soit. » Et puis il se remet immédiatement au travail, déclarant qu'aujourd'hui est officiellement le dernier jour du Drake à la surface. Zion, pendant ce temps, court pour sauver sa vie. Il est coincé dans les tirs croisés d'un combat qui dépasse tellement ses compétences qu'il ne trouve même pas de quoi se défendre. Il érige donc un mur de sable derrière lui pour tenter de bloquer les ondes de choc entrantes et crie à ces deux-là de bien vouloir déplacer leur combat de MMA ailleurs, se demandant à voix haute comment cette onde de choc peut suffire à elle seule à le tuer. Grand-père, quant à lui, s'amuse comme un petit fou. Il ricane, chevauche le dragon et dit que c'est comme être dans un parc d'attractions. Et puis, une autre onde de choc arrive beaucoup trop vite pour qu'il puisse faire quoi que ce soit, et Zion sait immédiatement qu'il est fichu. Elle le propulse à travers l'arène. Il atterrit comme un sac de patates et se fait projeter droit vers le magma, et le pauvre bougre reste là, pétrifié, réalisant qu'il est sur le point de mourir comme un perdant pathétique qui n'a même jamais eu de petit ami. Ensuite, la scène revient sur le vieil homme, qui continue de malmener le dragon, le traitant de honte pour tous les boss de monstres, et le ridiculisant en règle jusqu'à l'oubli. Le dragon, compréhensiblement énervé, prépare une autre de ses attaques de souffle. Dedun se contente de sourire. Le gars est sincèrement ravi que ce faible ait encore un peu de répondant. Le rayon déchire tout sur son passage, grossissant à mesure qu'il avance, pulvérisant totalement le paysage. Quand le dragon s'arrête enfin, il est convaincu que le vieux crouton a été transformé en assaisonnement. Puis il entend une voix derrière lui dire « Tu cherches quelqu'un ?» Et c'est exactement à ce moment-là que le dragon réalise qu'il est cuit. Il rugit, se retourne et là, Dedun est tranquillement accroupi sur son dos avec son épée enfoncée sur un bon mètre de profondeur dans la bête. Il explique calmement qu'il traque un dragon cramoisi depuis un moment maintenant, car il a besoin de son cœur pour que son épée, crayon, monte en niveau. C'est regrettable pour le dragon, mais bon, il faut bien faire des sacrifices. Il enfonce la lame plus profondément, l'imprègne de magie, et la pauvre bête se débat, agonisante, tandis que Crayon commence à briller d'une épaisse aura cramoisie. Dedun regarde son épée, tout satisfait, en lui murmurant des mots doux, jusqu'à ce que Zion l'interrompe pour lui demander pourquoi diable il parle à une arme comme un fou. Le vieil homme est sincèrement surpris que ce petit merdeux respire encore. Zion explique qu'il a failli ne plus être là quand le sol s'est effondré, et qu'il était à 1 seconde de finir à point. Mais au tout dernier moment, il a utilisé sa manipulation du sable pour créer un coussin en pleine chute et s'est évité de finir en ketchup humain. Il a du mal à croire à quel point il devient doué pour ne pas mourir et attribue ce mérite à un certain fou dont les ondes de choc ont forcé ses réflexes à s'améliorer, qu'il le veuille ou non. Dedun est légèrement impressionné mais passe immédiatement à autre chose car il y a un problème plus grave. Le donjon est en train de se refermer maintenant que le boss est mort. Il attrape Zion par le col et lui dit qu'ils doivent déguerpir. Zion est déconcerté par cette brusquerie. Puis le vieil homme commence à rire en pensant à ce qu'il est sur le point de faire. Puis, sans prévenir, il balance Zion dans une minuscule fissure noire qui s'ouvre dans les airs et dit nonchalamment « À plus ». Notre gars hurle toutes les insultes qu'il connaît et déclare que Dedun est officiellement pire que ce salaud de parc. 1 seconde plus tard, il est recraché de l'autre côté, s'étale sur le sable comme un sac de linge et reste allongé là à recracher le sable de sa bouche, en se demandant où diable il a atterri. Dedun explique qu'ils sont à la surface parce que, quand un boss de donjon meurt, ces petites fissures de sortie s'ouvrent toutes seules. Zion, toujours en train de manger du sable, se plaint qu'ils auraient pu, vous savez, sortir normalement au lieu d'être éjectés comme des ordures. Le vieil homme finit par craquer et leur dit ses 4 vérités. Ouais, tes pouvoirs de sable sont cool, mais là tout de suite, tu es plus inutile qu'un couteau émoussé. Alors voici tes options, gamin. Porte numéro 1. Tu pars vers le sud, à New Soul City, et tu retournes être le même moins que rien crasseux que tu as toujours été. Porte numéro 2, la plus amusante. Tu restes avec lui et tu te fais entraîner personnellement pour passer d'un idiot fini à un idiot plus fort et plus rapide. Zion, compréhensiblement méfiant, demande ce que le suivre signifie réellement et combien de temps tout cela prendrait. Dedun hausse les épaules et admet qu'il n'en a aucune idée. Ça pourrait prendre des mois, des années, voire des décennies. Puis il demande une fois de plus à notre gars ce qu'il compte faire. Il peut retourner à sa vie ennuyeuse de moins que rien, ou il peut choisir la voie où il fait en gros un speedrun de sa vie avec 99% de chances de mourir en cours de route. Mais s'il survit, il deviendra bien plus fort. Alors que le vieil homme lui présentait ce choix, le sourire maniaque est de retour sur le visage de notre gars. Il se lève, se tourne vers Dedun et lance « Le vieux, t'as complètement perdu la tête ? Tu me demandes vraiment de laisser derrière moi une vie parfaitement sûre et luxueuse pour suivre un vieux schnock malodorant à travers un désert en feu sans aucune garantie, surtout quand papy pourrait claquer de vieillesse à tout moment. » Dedun, sans hésiter 1 seconde, répond « Ouais, à peu près. C'est exactement ce que j'attends. »
Zion pousse un énorme soupir théâtral comme s'il prenait la décision la plus difficile de sa vie, puis accepte quand même. Il se lance ensuite dans un grand discours sur le fait que chaque fois que quelqu'un l'énerve, il doit régler ses comptes et admet que Dedan figure actuellement sur cette liste de vengeance, juste après l'avoir encensé comme étant la personne la plus forte qu'il ait jamais rencontrée et qu'il rencontrera probablement jamais. En gros, le gars dit « Je te déteste. Entraîne-moi, s'il te plaît, pour que je puisse botter le cul de ce vieux. » Le vieil homme l'interrompt en plein monologue pour lui demander si toute cette confiance signifie simplement qu'il est impatient de mourir jeune. Zion serre le poing et déclare qu'il deviendra plus fort que tout le monde. Dedan lui répond « Ouais, c'est un aller simple pour la tombe. Continue d'avancer, abruti. On a encore un long chemin à parcourir. » On passe à quelques heures plus tard, et Zion est trempé de sueur, se traînant dans le sable comme un personnage des Sims avec 1% de batterie. Il crie pour demander au vieux de ralentir parce qu'il marche depuis 6 heures, mais le vieil homme continue d'avancer sans broncher, dans un silence total. Zion s'insurge. « Je ne suis pas un ado lunatique. Pourquoi subir ces sautes d'humeur? » Écrasé par la chaleur, il peine à avancer dans ce sable épuisant, craignant le coup de chaud. Alors qu'il s'apprête à lâcher prise, Dedan le fixe, comme s'il attendait ce moment, et le traite d'idiot incapable d'exploiter son propre pouvoir. Zion est confus, et le vieil homme lui rappelle « Mec, tu es un utilisateur de manipulation du sable. Tu galères à marcher sur du sable. Tu te rends compte de ce que tu dis? » Zion essaie de se défendre avec l'excuse classique « Je viens juste de m'éveiller, je ne suis que de classe F », et Dedan perd immédiatement patience. Il l'attrape par le col et lui demande s'il pense vraiment que tous les autres sont nés de classe S alors que lui seul a tiré le mauvais numéro. « Et tu comptes sérieusement abandonner parce que tu penses que l'univers ne t'a pas béni? » Ensuite, il le laisse retomber dans le sable et lui dit de se débrouiller tout seul car personne ne connaît son pouvoir mieux que lui. Juste au moment où Zion se dit « Tiens, le vieil homme pourrait bien être un vrai mentor », Dedan se remet immédiatement à hurler qu'il sera mort s'il n'arrive pas à comprendre. Tant pis pour l'arc du sage mentor. Zion se secoue et commence vraiment à réfléchir. Il sait que sa portée de contrôle du sable est d'environ 5 mètres et que le sable ici ne lui arrive qu'aux chevilles. Donc s'il peut simplement condenser le sable sous ses pieds en quelque chose de solide, marcher serait beaucoup plus facile. Il essaie, et ça fonctionne vraiment. Le désert ressemble soudainement à une route pavée, mais sa barre de mana commence à se vider à une vitesse folle, et il réalise qu'il ne pourra pas tenir éternellement. Il passe donc au plan B et injecte plutôt du mana dans ses jambes, ce qui fonctionne tout aussi bien. Pendant ce temps, Danan sourit doucement, plongé dans un flashback sur ses propres jours de jeunesse énergique. Car malgré ce que Zéon ne cesse de répéter à propos de son rang F, le vieil homme peut voir que son contrôle du mana et son potentiel sont facilement de rang E ou D. Il voit le potentiel chez notre garçon. À ce moment-là, Zéon découvre une autre astuce. Il peut contrôler spécifiquement le sable qui touche ses pieds, et il accourt vers Danan en se vantant de la facilité avec laquelle il marche maintenant. Ensuite, le gars devient un peu trop arrogant et fait un doigt d'honneur au vieux en lui disant d'essayer de faire pareil. En réponse, le vieil homme lui donne un coup sur la tête assez fort pour l'envoyer face contre terre dans le sable et lui dit d'arrêter de perdre son temps avec des bêtises inutiles s'il ne veut pas y rester. Zéon, quant à lui, est déjà inconscient avant même de toucher le sol. Alors, notre gars se réveille plusieurs heures plus tard, face contre terre dans le sable, la joue couverte de poussière, tandis que Danan grignote tranquillement de la viande séchée, comme s'ils étaient en pique-nique. Le vieil homme lui lance « Il était temps que tu te réveilles, gamin. Traîner ton cul inconscient à travers le désert, c'était vraiment pénible. » Notre gars essaye de se redresser et regrette immédiatement tous ses choix de vie. Tout son corps n'est plus qu'un immense bleu. Danan lui lance un morceau de viande séchée et lui dit de se taire et d'écouter une histoire du bon vieux temps. À l'époque, dit-il, être faible ne signifiait pas automatiquement se faire tuer, et protéger les faibles était considéré comme un acte noble. Ce monde a disparu depuis longtemps, et on sent bien que le vieil homme le regrette. Puis l'heure du conte se termine aussi vite qu'elle a commencé, et il dit au gamin de bouger, à moins qu'il ne soit fan de l'idée de mourir. Notre gars écoute simplement en silence au lieu de répondre pour une fois, et le vieil homme le récompense avec un autre morceau de viande séchée. En regardant Danan manger, il remarque quelque chose. Ses vieilles dents ridées mâchent la viande séchée sans aucun problème. Il s'avère que l'astuce consiste à l'attendrir d'abord avec de la salive, puis à mordre. Il réalise soudain que le vieil homme ne se contente pas de le nourrir, il lui apprend comment ne pas mourir ici. Donner un poisson à un homme, lui apprendre à pêcher, tout ça quoi. Ils repartent sous le ciel nocturne. Notre gars continue de réclamer plus de viande séchée et Danan continue de lui dire de la fermer. Puis le froid arrive et Zéon éternue à s'en décrocher les poumons, tremblant comme une machine à laver en panne, tandis que le vieil homme est tout tranquille, comme s'il était sur une plage à Hawaï. Pendant ce temps, notre gars n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi Papy continue d'avoir de vraies conversations avec son épée. Puis la soif le prend et il demande de l'eau. Le vieil homme essore sa chemise et engloutit toute la gourde devant lui. Zéon le maudit intérieurement, pensant à quel point ce vieux salaud garde des connaissances importantes pour lui tout seul. Donc tu peux essorer la rosée et boire l'eau recueillie sur tes vêtements. Ça aurait été bien de savoir ça plus tôt. Alors maintenant, il n'a plus d'autre choix que de lécher les gouttes de rosée sur ses propres bras.
Pendant qu'il fait ça, Dabion le traite d'idiot et notre gars réplique « Pas idiot, abruti ». Le vieil homme l'ignore complètement et lui dit de se taire et de percevoir son environnement. Il se tait et essaie vraiment. De faibles vibrations provenant de plusieurs directions. Avant même qu'il puisse cligner des yeux, il y a des centaines d'yeux brillants en cercle autour d'eux. Le vieux explique que ce sont des hyènes à cornes. Normalement, ces créatures sont nocturnes, mais il s'est fait avoir à l'aube. Pas de chance. Dabion demande nonchalamment « Tu gères ou t'as besoin de l'aide de papa ?» Et la folie a clairement déteint sur lui, car notre gars rit et dit qu'il n'a pas besoin de l'aide d'un vieux fou. Il commence par manipuler le sable, une balle de sable qui traverse directement le crâne d'une hyène. Puis il fait surgir des pics géants du sol, créant une zone de mort instantanée. Mais très vite, l'épuisement du mana le rattrape. À présent, notre gars a compris que la puissance brute ne suffit pas. Il doit s'y prendre plus intelligemment. Il est en pleine réflexion pour conjurer une autre balle de sable quand une hyène bondit et lui croque le bras. Il se secoue, mais son bras est maintenant criblé de trous comme Bob l'éponge. Et là, c'est l'illumination. Ces trous viennent de lui apprendre la manière la plus économe en mana de façonner son sable. Il s'immobilise. La meute charge, et juste avant qu'il ne l'atteigne, il déchaîne sa nouvelle technique. Des centaines de pointes de sable incroyablement fines et acérées comme des aiguilles jaillissent du sol en même temps et embrochent chaque bête d'un seul coup. Soudain, on se retrouve avec plusieurs brochettes de hyènes format familial, et en voyant ça, notre gars éclate de rire, exactement comme son maître fou. Alors maintenant qu'il a compris le truc, Zéon fait des calculs en plein combat. Toute sa philosophie est morte, elle est morte. Peu importe que leur tête explose ou qu'ils se fassent transpercer par un trou. Alors pourquoi gaspiller du mana pour le style? Parce qu'ici, le mana, c'est en gros votre barre de vie. Le gaspiller pour des bêtises, c'est foncer tout droit vers une mort prématurée. Il est donc très fier de voir ses pièges à pointe transpercer proprement les hyènes. Efficacité maximale, pense-t-il. Le vieil homme est probablement en train de se battre contre un ennemi à la fois, comme un vieux de la vieille. Puis il se retourne pour vérifier comment va le vieux, et les hyènes sont littéralement en train de lui mâcher les bras. Et ce dingue rit comme si elle le chatouillait. Une fois qu'il a fini de s'amuser, il décide de devenir un tout petit peu plus sérieux. Soudain, ce regard de fou revient dans ses yeux, et notre gars sait ce qui va suivre. Alors il se prépare immédiatement en se disant « Oh non, pas encore cette folie !» Avec un sourire mauvais, Dabion ordonne à Crayon d'anéantir tout ce qui se trouve là, puis abat l'épée sur le sol. Des ondes de choc projettent le sable et les bêtes dans tous les sens. Les hyènes sont envoyées dans les airs comme des boulets de canon et notre gars parvient tout juste à ériger un mur de sable à temps pour ne pas les rejoindre. Quand la poussière retombe, il se tient là, les yeux rivés sur le cratère et la traînée de destruction, complètement sans voix, se demandant sérieusement si Dabion est seulement humain. Parce qu'aucune personne normale ne fait ça sans utiliser une compétence. Et c'est là que ça fait tilt. Faire le malin face à un monstre pareil, c'est le meilleur moyen de mourir rapidement. Mais là, pile au bon moment, le karma frappe. Dabion commence à tousser et à s'étouffer à cause de la poussière qu'il a lui-même soulevée, et l'alpha des hyènes à cornes saisit sa chance, bondit et l'empale avec sa corne chargée d'électricité. Zéon panique et lui crie de faire attention. Pendant ce temps, le vieil homme regarde simplement la corne qui dépasse de son corps avec une légère confusion, du genre « Hein? Pourquoi ce chien a-t-il un champ magique? » Il s'avère qu'elle est au moins de rang B, et il s'en fichait tellement qu'il n'a même pas pris la peine de le remarquer. Et là, les amis, l'inquiétude devient totalement inutile car Dabion attrape nonchalamment la corne comme s'il en était le propriétaire. La foudre crépite à travers lui, sans qu'il réagisse vraiment. Notre protagoniste fait une erreur 404 en essayant de comprendre quel genre de physique quantique il est en train de regarder. Même l'alpha est déstabilisé et recule, car ce vieux cinglé profite de ses éclairs comme s'il s'agissait d'un fauteuil massant pour son dos endolori. Une fois sa séance de spa terminée, il fait comprendre à la pauvre bête que c'est la fin du voyage, lui saute dessus et enfonce son épée profondément, faisant gicler du sang sur tout le champ de bataille. Et Zéon reste là, réalisant qu'il était idiot de s'être jamais inquiété pour cet homme. Après le combat, c'est l'heure du loot. Ils commencent à dépecer les hyènes et notre gars, qui arbore maintenant la peau de l'alpha comme un upgrade stylé, demande quand ils vont enfin partir. Il est surpris que le vieux prenne même les cornes, mais apparemment, ce sont des matériaux précieux pour des armes basées sur la foudre. Puis à l'improviste, le vieil homme lui lance une dague et lui annonce la nouvelle. Fini les repas gratuits, gamin. Désormais, tu chasses. Attention, la viande de hyène à cornes est toxique. Seul le muscle du flanc est comestible. Puis il surprend Zéon en train de rester là à regarder bêtement et lui ordonne sèchement de bouger et d'assurer sa nourriture avant le lever du soleil. Alors notre gars se met à découper jusqu'au lever du soleil. Il a déjà l'air bien plus aguerri qu'avant. Toujours pas d'eau, mais son sac est plein de viande. Sa technique de marche rend la traversée facile, ce qui lui monte à la tête. Il provoque le vieil homme. « Ça va, papy? Tu peines à marcher ?» Le vieil homme frappe, il esquive de justesse et se moque, mais finit par prendre un coup. En recrachant du sable, Déoden lui lance que son dos le fait souffrir et qu'une simple technique de marche ne fait pas de lui un héros. Zéon boude en répondant « Je plaisantais juste, mec. » Il avait déjà soif et maintenant il a la bouche pleine de sable sec. Sauf que non. Sa bouche n'est en fait plus si sèche que ça. L'air semble humide.
Pendant une seconde, il pense qu'il hallucine, mais un seul regard sur le visage de Déoden confirme que c'est bien réel. Et juste derrière la dune devant eux se trouve la chose dont tout voyageur du désert rêve, une véritable oasis. Pendant une seconde, il pense qu'il doit devenir fou. Alors il regarde le vieil homme, qui regarde lui aussi dans la même direction. Avec cette confirmation, notre garçon sprinte en haut de la dune en criant d'excitation, car jusqu'à présent, cette chose n'était pour lui que le fruit de rumeurs. Alors, sans faire travailler davantage ses deux neurones, notre garçon glisse sur le sable, désespéré d'atteindre cette douce, si douce eau. En le voyant agir comme un idiot, Déode claque la langue, déçu. Mais croyez-vous que cela arrête cet homme? Non. Zéon court droit vers le bord et y plonge la tête entière, laissant sa peau desséchée par le désert absorber l'humidité pour la première fois depuis qu'il a été largué dans cette poêle à frire de biome. Il ferme les yeux, laisse ses pensées vagabonder, vivant sa meilleure journée au spa, et soudain, il remarque une lumière vive qui brille au fond du lac. Ro continue juste à la fixer, devenant de plus en plus somnolent, manquant tranquillement d'air, comme si ce n'était pas un problème. Déoden hurle son nom et dévale la pente à toute vitesse, car un véritable monstre marin se faufile vers notre garçon pendant qu'il est occupé à se faire hypnotiser. À la toute dernière seconde, le vieil homme le tire hors de l'eau avant qu'il ne serve de nourriture aux poissons, le jette au sol comme un bagage, bondit dans les airs et élimine la chose d'un coup d'épée net. Pendant ce temps, Zéon, qui a failli mourir, observe toute la scène et se laisse distraire par l'arc-en-ciel qui se forme au-dessus de l'oasis. Le cerveau de ce type a une capacité d'attention de 5 secondes, et chacune de ces secondes est déjà occupée. Déoden traîne le poisson géant hors de l'eau et explique qu'il s'agit d'un baudroie des sables, puis il enchaîne avec des conseils de survie, expliquant à notre gars comment il utilise la lumière sur sa tête pour hypnotiser ses proies avant de les dévorer. En gros, c'est une canne à pêche avec un corps accroché au bout. Ensuite, son visage devient grave et il lui fait passer l'envie de désobéir, le réprimandant pour avoir oublié tout ce qu'il lui a appris, lui expliquant que les imbéciles imprudents comme lui sont toujours les premiers à mourir ici dans le désert, et Zéon ne peut que répondre « Oui, monsieur ». Le vieil homme soupire, constate que son élève écoute pour une fois et laisse tomber. Nouvelle mission, d'épaisse le monstre. Il s'avère que le pêcheur des sables est une bête magique de rang C, et que la peau de son ventre est parfaite pour confectionner des robes. Et notre garçon, en génie qu'il est, demande si le vieil homme a vraiment besoin d'une robe à ce point. Déoden atteint sa limite quotidienne de stupidité à ce moment-là, et commence à le rabaisser, le traitant de plus bête qu'une étoile de mer sans cerveau. Le type invente même de nouvelles insultes, demandant si le côté gauche du cerveau de notre garçon a été frappé par un rayon de pétrification et si le côté droit a été corrodé ou quelque chose du genre. Et Zéon n'a pas pu supporter les insultes. Il commence littéralement à saigner des oreilles à nouveau et s'excuse avec le sourire le plus nerveux du monde. Le vieil homme continue. Même si le poisson a beaucoup muté, il ressemble toujours à l'espèce qui vivait autrefois sur Terre. Alors Zéon ferait mieux de bien regarder, car c'est la première fois qu'il en voit un vrai. Notre garçon l'étudie attentivement, arrive à la conclusion profonde que les poissons sont terrifiants, et se met au travail, et le travail se passe terriblement mal. Déoden le regarde s'y prendre maladroitement et lui dit d'arrêter de traiter le poisson comme s'il faisait un massage à sa grand-mère. Zéon lui dit de s'occuper de ses affaires et se reconcentre. Il réalise rapidement que la peau est beaucoup trop dure pour un couteau normal, alors il canalise du mana dans la lame, l'aiguisant jusqu'à ce qu'elle tranche net. Il faut lui reconnaître ça. Le gars commence vraiment à assurer. Il gratte les écailles et les transforme en petites aiguilles, puis utilise les tendons reliant la chair aux os comme fil. Mode survie et artisanat activé. Tout l'équipement fabriqué à partir d'un seul poisson mort. Des aiguilles, du fil, du cuir de ventre de rancé de première qualité sur le papier. C'est une recette d'artisanat légendaire. En pratique, même avec toutes ces idées dignes d'un Oscar, la robe terminée ressemble à un crime absolu contre la couture. Les matériaux faisaient leur part. L'artisan, lui, ne faisait pas la sienne. Déoden, affalé contre le poisson mort comme s'il s'agissait d'un pouf, jette un coup d'œil à l'objet et le descend pour avoir gâché une si belle prise sur quelque chose d'aussi inutile, mais notre gars ne s'arrête pas là. Il répond « Il me reste plein de matière », et il s'y remet. Quelques heures plus tard, il brandit une robe terminée qui a finalement l'air plutôt pas mal. Zéon s'emballe immédiatement, parlant de les vendre pour faire du profit, peut-être même d'ouvrir sa propre boutique de tailleur. Puis Déoden l'appelle et Zéon se retourne en criant qu'il ne lui donnera pas la robe, mais le vieil homme n'en a même pas après. Il brandit un gros organe en forme de sac qui goûte encore de sang et lui dit d'arrêter de faire l'idiot et de manger cette vésicule biliaire, car c'est un remède très rare et puissant. Zéon essaie de protester, mais la réponse du vieux est « Mange-la ou je te tabasse à mort ». Et Zéon ne peut rien y redire. Alors il regarde la chose une seconde, hésite pendant un instant précis, puis commence à la dévorer comme un affamé, car se faire tabasser à mort est pire qu'un mauvais goût. Et le goût est mauvais, plus amer que du jus d'orange juste après s'être brossé les dents. Mais bizarrement, après quelques bouchées, sa faim n'est toujours pas rassasiée, alors il continue d'en manger encore et encore. À la seconde où il termine, le vieil homme dit « Maintenant, il est temps pour toi de brûler ».
Et avant même que Zéon puisse demander ce que cela signifie, sa gorge se serre, il commence à s'étouffer, et c'est comme si un réacteur nucléaire explosait en lui. Tout son corps perd le contrôle alors que la chaleur se propage partout, et il hurle de douleur insupportable tandis que Déoden lui dit d'arrêter d'agir comme un enfant et de l'endurer comme un homme. Puis le vieil homme se lance dans un monologue. Tout dans la vie est comme cette oasis. Tout disparaît comme si cela n'avait jamais existé. Les pêcheurs de sable renaissent et maintiennent le cycle en équilibre. Pendant ce temps, son élève est littéralement en train de cuire vivant sur le sol. Zéon l'interrompt en pleine leçon de sagesse et lui dit de laisser tomber les histoires larmoyantes et de l'aider. Et Déoden, regardant le gamin se tortiller comme un ver de terre sur du sel, ne fait absolument rien et va simplement dormir. Le lendemain matin, Zéon ouvre les yeux et découvre le vieil homme qui le fixe avec un sourire malicieux, ce qui manque de lui faire une crise cardiaque, et il lui crie dessus pour cette frayeur. Ils échangent quelques mots doux supplémentaires avant que Déoden ne lui demande comment il se sent, et c'est à ce moment-là que notre garçon remarque qu'un changement a eu lieu. Il se sent plus léger, ses muscles sont plus forts, et le mana en lui est sur le point de déborder. Il teste son corps amélioré et demande ce qui s'est passé, car il a l'impression d'avoir pris un sérum de super soldat. Le vieil homme explique qu'il s'agit de la vésicule biliaire du poisson, essentiellement un objet de triche pour survivre dans le désert. Cela rend une personne bien plus forte. C'est aussi extrêmement précieux, ce qui met Zéon mal à l'aise à l'idée qu'on l'ait laissé manger ça. Mais Déoden balaie cela d'un revers de main. Il ne l'a fait que parce que le gamin était trop faible, et il refuse d'être ralenti par un poids mort. Zéon rétorque qu'il est parfois utile, et le vieil homme lui dit de se taire et de commencer à manger, car ils ne partiront pas tant que le poisson entier n'aura pas été consommé. 4 jours plus tard, il ne reste plus du poisson des sables que des os nettoyés. Il est temps de partir. Zéon sourit, enfile sa nouvelle cape, et ils reprennent la route, mais le temps ne leur est pas clément. Ils font un pas et voilà cette fichue tempête de sable. Mais ce n'est pas un problème pour notre garçon, grâce à ses compétences. Pendant ce temps, il est sincèrement surpris que le vieil homme ait l'endurance nécessaire pour continuer sans ralentir le moins du monde. Déoden n'a pas parlé depuis des jours, ce qui amène Zéon à se demander si le vieil homme ne traverse pas une sorte de crise de la cinquantaine. Cela fait maintenant 2 semaines qu'il marche, et le gars commence à se demander si son maître sait seulement où ils vont. Juste à ce moment-là, un monstre fourmi géant surgit derrière lui, et Zéon le pulvérise avec un rayon de sable sans même interrompre le fil de ses pensées. C'est comme ça qu'on sait que le régime pour la vésicule biliaire fonctionne. Il est en train de se demander combien de chemin il leur reste à parcourir quand il remarque que la fourmi est toujours en vie. Ça attire son attention, et il admet que la chose est plus coriace que prévu. Il espérait passer sans encombre, mais le désert a dit non. Alors il s'assoit, ressent toute la colonie de fourmis grâce à ses pouvoirs de sable et décide de s'en occuper. Il a intérêt à faire vite, sinon le vieil homme le tuera avant que les fourmis n'en aient à l'occasion. Alors notre gars Zéon passe en mode destruction totale avec son Sandblaster, transformant les fourmis en confettis et s'ennuyant en le faisant. Les tempêtes de sable sont un bonus pour lui. Munitions infinies, il suffit de viser et tirer. Sa technique progresse aussi rapidement. Après avoir éliminé tant de fourmis, il se retourne pour des éloges, mais Déoden ne ralentit jamais. Il continue simplement sa marche et laisse Zéon derrière pour s'occuper des nuisibles restants. Alors Zéon s'est mis à l'insulter carrément, disant qu'il n'y avait pas une once de loyauté chez cet homme. Pas étonnant qu'il soit toujours célibataire à son âge. Et pendant qu'il se demande si le vieux peut entendre ses critiques, son rayon de détection de 10 mètres signale quelque chose de sinistre. Maintenant, le gars est toujours sur le qui-vive. C'est pourquoi il réagit instantanément dès qu'une bête apparaît. Mais ce signal est différent. Ce qu'il ressentait ressemblait plus à de la terreur pure qu'à une bête démoniaque. Pile au bon moment, le sol explose et une véritable ruée de fourmis déferle, comme si le désert venait d'ouvrir un portail vers l'enfer. Zéon se tourne vers le vieil homme, genre « un petit coup de main ?» et Déoden se pose simplement là, sur son vieux derrière, pour regarder. En le voyant se détendre là-bas, notre gars a compris ce que ça signifiait. C'est comme un test pour lui. Alors il se dit « et puis merde, je ne peux pas continuer à pleurer auprès de grand-père à chaque fois que ça chauffe. Il est impossible que le geyser n'ait pas senti ça venir. C'est une quête, un test. » Alors Zéon se concentre. 1000 fourmis, 10 000 fourmis, peu importe, des insectes restent des insectes. Il forme une sphère de sable roulante et y piège toute l'armée, et c'est déjà une lutte pour maintenir le tout quand une deuxième vague surgit pour gâcher son élan. Sa confiance s'effondre sur le coup alors que les fourmis l'entraînent comme un sac poubelle. Mon gaz est en train de défier des insectes en duel. Batte-toi comme un homme. Arrêtez de vous liguer contre moi. Et elle continue de l'assaillir comme s'il était la friandise la plus douce du désert. Il trouve une ouverture, durcit un peu de sable sous ses pieds et s'envole, pensant que la fourmi ne pouvait l'attaquer qu'au sol. Mais ces bestioles s'empilent pour former une fourmilière vivante et continuent de grimper après lui. Il vole plus haut pour mieux voir, pensant être en sécurité là-haut. Mais non. Il s'avère que les fourmis géantes peuvent s'assembler pour former une tour de fourmis encore plus gigantesque. Et quand son engin volant en sable est stoppé en plein vol, le gars manque de se tirer dessus. Les cris sont dignes d'un cauchemar alors qu'elles s'agrippent à son pied comme si leur vie en dépendait, le tirent par la cheville et le projettent dans le sable sans aucune pitié.
Il faut une minute entière à Zéon pour se relever, haletant, essoufflé et crachant du sang, et quand il lève les yeux, Deiden le regarde toujours avec le visage le plus indifférent qui soit. D'une certaine manière, c'est exactement le carburant dont il a besoin. Une fois de plus, il est de retour en mode maniaque, se tourne vers Deiden et lance « Très bien, le vieux, regarde-moi survivre à ça ». Et pour la première fois depuis le début de ce combat, Deiden réagit vraiment. Un éclair d'approbation. Il aime l'esprit du gamin, même s'il reste un crétin fini. Parce qu'il faut y réfléchir. Dans un monde qui est parti en vrille et qui a été enseveli sous rien d'autre que du sable, le pouvoir de Zéon est essentiellement un code de triche. Il aurait pu l'utiliser pour se la couler douce dans une vie facile et confortable, et ça aurait été la fin pour lui, une existence superficielle. C'est ce que ces idiots à l'esprit étroit ne comprennent pas. Ils sont tellement obsédés par leurs petites illusions qu'ils ne savent même pas pourquoi le monde a fini comme ça en premier lieu. Une personne éveillée est censée maîtriser son talent, l'utiliser et le faire évoluer jusqu'à la limite absolue, pas se faire mouler comme un soldat standard sorti d'usine. Et Deiden est peut-être l'un des rares restants à s'en souvenir encore. C'est l'heure de déballer les traumatismes, les amis. En voyant notre gars se battre, l'esprit de Deiden dérive vers la tragédie qui a ébranlé les fondations du monde il y a 100 ans, celle que la plupart des gens ont commodément oubliée. À l'époque, le vieil homme était encore plus inutile que notre gars. Il a perdu le compte du nombre de personnes mortes en vain juste devant lui. Camarades, voisins et sa propre fille furent tous victimes de la catastrophe, et cette blessure qui ne s'est jamais refermée, sa fille. Il ne s'était jamais senti aussi impuissant. Tous ceux qui comptaient pour lui avaient disparu pendant qu'il restait figé comme un parfait idiot. Mais ce gamin, Zéon, est d'une autre trempe. Il ne faiblit jamais, même quand les chances sont injustement contre lui. Selon Deiden, ce gamin pourrait devenir tout ce qu'il veut, tant qu'il est assez fou pour continuer à se jeter dans la mêlée et à marcher sur cette ligne entre la vie et la mort, car c'est là que les gens grandissent à une vitesse terrifiante. Et comme par hasard, Zéon prouve le point en riant au nez de l'armée de fourmis, comme un homme qui aurait perdu son dernier neurone. En plein combat, le type invente carrément une nouvelle compétence, un missile de sable ultra compressé. Simple, brut et absolument dévastateur en termes de dégâts. Chacun d'eux est chargé de gravité compressée, de vent et de toute l'énergie qu'il possède, une synergie qui décuple la puissance. Les fourmis ont eu leur chance de le tuer avant qu'il ne s'adapte. Elles l'ont raté. Maintenant, c'est l'heure du massacre. Deiden sourit en coin alors que le gamin s'excite avec sa petite invention, et quand le bombardement se termine, le terrain ressemble à la lune, des cratères partout, et plus une fourmi à l'horizon. Zéon est très fier de lui, tellement occupé à se retourner pour se vanter de son butin auprès du vieil homme qu'il rate complètement la menace sur son flanc. La plus grosse fourmi de la colonie surgit sans un bruit et le saisit entre ses mandibules. Et non, ces bestioles ne possèdent pas simplement une compétence de furtivité de haut niveau par hasard. L'étrange sensation étrangère qui se propage dans son corps explique tout. Il est empoisonné. Son mana lui échappe, le poison bloquant ses points de mana fraîchement établis. Entravé et impuissant, tout ce que le gars peut faire, c'est aboyer des jurons, et la fourmi géante se fiche éperdument de son langage grossier. Pour cette chose, il n'est qu'une proie. Quand Zéon reprend connaissance, il se trouve au fond d'un tunnel souterrain, entouré de ses ennemis jurés. Il est dans la fourmilière, et dès que les larves de la colonie sentent que le dîner est arrivé, elles se précipitent vers l'humain paralysé. Des cris perçants, des visages extraterrestres, la totale. Une fois qu'elles sont sûres qu'il est inoffensif, elles rampent partout sur lui à la recherche d'une bouchée, et ces sales bêtes peuvent transpercer la peau et tout ce qui se trouve en dessous. Notre gars est le plat principal du festin le plus dégoûtant qui soit, et il ne peut pas bouger le petit doigt. À ce rythme, il va se faire dévorer vivant. Alors que sa vision se trouble, sa vie défile devant ses yeux, et ce triste voyage dans ses souvenirs est exactement ce qui rallume la flamme. Zéon rassemble assez de volonté pour lutter contre le poison et écraser l'un des parasites qui est en train de le grignoter, ce qui alerte immédiatement tout le nid que la nourriture bouge, et il rit de lui-même pour avoir osé fermer les yeux comme un lâche dès le départ. La vie est injuste. Bien sûr, le flashback ne contenait pas un seul bon souvenir, mais c'est exactement pour ça qu'il refuse de mourir comme un perdant. L'expérience de mort imminente le pousse au-delà de ses limites, et les marques sur son avant-bras s'agrandissent. Il saisit le sable sous ses pieds et élimine en un coup chaque larve hideuse autour de lui avec une explosion hérissée. Cela sème une panique instantanée dans l'armée de fourmis. Leur repas gratuit est de nouveau sur pied, avec des dizaines de missiles compressés flottant autour de lui. Alors notre gars Zéon regarde son avant-bras et boum, il monte en grade. Une deuxième ligne sablonneuse sur sa marque, grâce à l'entraînement intensif avec le vieil homme ces derniers jours. Le pack de promotion est également complet. Purification du poison, restauration de l'endurance et un énorme boost de sa capacité de mana. La puissance brute, la limite de mana, tout est à un niveau complètement différent par rapport à ses jours de rang F. Et vous savez ce que toute cette puissance de feu améliorée lui apporte face à la reine des fourmis? Absolument rien. Le gars est là à spammer des missiles de sable, et cet insecte n'a pas la moindre égratignure. Pendant ce temps, la reine riposte avec ses membres rapides, et un simple coup suffit à pulvériser la roche et à la réduire en poudre. C'est le genre de différence de catégorie de poids à laquelle nous avons affaire.
Zéon continue son barrage de sable malgré tout, mais cette carapace noire pourrait tout aussi bien être une armure de fin de jeu. À ce stade, mon gars se contenterait d'une bosse, d'une égratignure, n'importe quoi. Après quelques salves inutiles de plus, il finit par se rendre à l'évidence. Les missiles de sable ne suffiront pas, peu importe à quel point ils sont compressés et destructeurs. Il est temps de repenser toute la stratégie, car il doit bien y avoir un moyen de briser une armure incassable. Écraser? Non. Percer? Non plus. Alors ce fou opte pour la troisième solution. Si tu ne peux pas briser l'armure, arrache-la carrément de son corps, et il s'y met vraiment. Zéon prend chaque grain de sable qu'il peut contrôler et en recouvre tout le corps de la reine, puis visualise un mouvement d'arrachement précis dans son esprit, tordant et pelant toute la carapace de sa chair comme s'il ouvrait un bocal récalcitrant. La reine se met immédiatement à hurler de douleur. La reine des fourmis, au lieu de riposter, commence à rassembler du mana pur dans ses mandibules, préparant une contre-attaque à distance alors que Zéon est en plein arrachage. Il s'avère que notre gars n'est pas le seul fou furieux dans ce nid de fourmis. Le mana qu'elle charge produit des ondes à ultra haute fréquence si violentes que les oreilles de Zéon commencent à saigner, et à ce rythme, son cerveau pourrait bien exploser sous la pression. Ce qui avait commencé comme un combat de boss classique s'est transformé en une pure épreuve de cran et de résistance à la douleur. Zéon pensait que son plan de déshabillage était le coup de génie du siècle. Qui aurait pu deviner que la chef de la colonie avait plus d'un tour dans son sac et que ce tour consistait à le faire saigner des oreilles et des yeux? Les règles sont simples. Le premier qui meurt a perdu. Ce type est un vrai haineux. Il est prêt à aller dans la tombe avec son ennemi si cela lui donne ne serait-ce qu'une infime chance de gagner. L'impasse douloureuse se brise enfin lorsque Zéon sent sa conscience voler en éclats. Quelque chose se brise à l'intérieur de son corps et coupe le lien entre celui-ci et son esprit. Il a atteint sa limite absolue et son corps inutile ne peut plus suivre sa rancœur. Tout ce à quoi il peut penser, c'est à quel point il est fatigué d'être aussi pathétique et faible. Le geyser a dû entendre ses pensées alors qu'il le ramassait sur le sol, car Déodin commence à l'incendier, le traitant d'idiot pour avoir failli mourir. Et puis, miraculeusement, Zéon rétablit la connexion entre son corps et son esprit, se réveille, et lance même une plaisanterie en disant qu'il laissera le geyser porter le coup final. Aucune intervention n'est nécessaire, cependant. Cette reine fourmilou de Rancé était bien au-dessus des capacités de Zéon, et pourtant il a refusé d'abandonner, s'est battu jusqu'à la toute fin et a gagné son droit de vivre grâce à une persévérance et une créativité pure. Déodin couvre pratiquement le gamin des loges pour la première fois depuis qu'ils font équipe, ce qui serait un beau moment, si ce n'est que les tympans de Zéon sont complètement rompus et qu'il n'entend pas un traître mot. Le gars obtient enfin un compliment et il rate tout. Réalisant que les oreilles du gamin sont foutues, le vieil homme transporte son corps inerte près du cadavre de la reine, vers une petite clairière où une sphère scintillante est posée, bien en évidence. Zéon demande ce qu'il en est, alors Déodin commence à griffonner des explications sur les murs. Cette sphère est l'œuf de la reine. C'est un médicament, en plus au goût de fraise, et il dit à notre gars de le manger. Les amis, on sait tous que l'histoire de la fraise est un mensonge, alors notre gars plisse les yeux devant les gribouillis sur le mur, complètement confus. Mais le message est assez clair. Papy le pousse encore à manger un truc mystérieux, et Zéon est traumatisé. La dernière fois que c'est arrivé, c'était avec une vésicule biliaire de Baudroie des Sables. Alors il pose la question évidente. Est-ce que le fait d'avaler ce truc va faire aussi mal que cette foutue vésicule biliaire? Déodin, en type réglo, répond honnêtement. Manger l'œuf va très probablement le tuer. Un tout petit problème. Les tympans de Zéon sont toujours en vrac, donc cet avertissement de vie ou de mort passe complètement inaperçu. Mec, il voit juste les lèvres du vieil homme bouger et se dit « Hé, je lui fais confiance !» et il penche la bouche vers l'œuf scintillant. Et voici la partie qui m'a vraiment eu. Ce gamin est un gosse des rues de Néo-Séoul. Il n'a même jamais goûté une fraise de sa vie. Mais si les fraises ont un goût ne serait-ce qu'approchant de cet œuf de fourmi, alors les fraises doivent être délicieuses, et il est là à demander pour rire une deuxième portion. Ouais, garde cette pensée pour toi, mon pote, parce que la seconde d'après, son visage devient livide. Dès que l'œuf s'installe, des jets de sang commencent à jaillir de tout son corps. L'hémorragie qui venait juste de s'arrêter reprend de plus belle parce que notre gars subit maintenant ce qu'on appelle une inversion d'organes, ce qui est exactement aussi horrible que ça en a l'air. Ses intestins et tout ce qui les entoure sont tordus, percés et remués comme si quelqu'un y avait enfoncé un bâton épineux. Il s'avère que l'œuf de la reine des fourmis est normalement utilisé comme un poison mortel. Même une petite dose inverse de force les organes internes d'un humain, et la plupart des gens meurent sur le coup, rien que par l'agonie et le choc. Mais au goût de fraise, cela dit. Alors que la douleur lui brouille l'esprit, Zéon maudit le vieil homme pour l'avoir traîné en enfer une fois de plus, et honnêtement, c'est justifié. Du point de vue de Déodin, tout cela fait partie du plan. Exposer le gamin à un niveau de douleur capable de briser les volontés les plus fortes, et ses chances de survivre dans ce monde de fous augmentent. Belle théorie, papy. Dommage pour l'exécution. Parce que la deuxième phase de l'inversion des organes, c'est Zéon qui vomit des litres de sang. Le fait qu'il soit encore debout est un miracle. Mais alors que la perte de sang s'aggrave et que le choc prend le dessus, le gamin commence à se remémorer les derniers jours, et franchement,
Cette partie fait vraiment mal. Il pensait avoir enfin trouvé quelqu'un en qui avoir confiance. Maintenant, il se demande si Déodine n'est qu'un vieil homme sadique et s'il n'a été qu'un idiot de plus pour le papy tout ce temps. Mec, c'est drôle. Il se traite lui-même d'idiot, même dans ses monologues. Il glisse et s'effondre dans sa propre mare de sang, et Déodin se contente de regarder. Et Déden se contente de regarder. Laissez-le se tordre. Et pendant que notre garçon convulse sur le sol, cet homme s'approche tranquillement du cadavre de la reine et commence à fouiller dedans comme s'il était en mode butin. Ça ne lui prend pas longtemps non plus. Il arrache un morceau de matière brillante de la partie inférieure de son corps et glousse, car la pierre de mana d'une bête est à un tout autre niveau que celle des mines. Celle-ci, c'est le gros lot. Ensuite, il décide que les corps des fourmis pourraient être utiles plus tard et range les cadavres dans un espace de stockage indépendant. Tout cela lui vaut un regard noir de sa propre épée, crayon, et Déden l'admet. Ouais, il a peut-être poussé le gamin trop loin cette fois-ci, mais il n'y avait pas d'autre moyen. S'il est faible, il meurt. C'est ainsi que fonctionne le destin. Et d'ailleurs, Crayon le sait aussi bien que lui. Le temps presse. Coupe au lever du soleil, et Zéon poursuit sa série de victoires contre toute attente en se réveillant simplement après avoir fait la sieste comme un bébé vidé de son sang. La première chose qu'il voit, c'est ce sourire agaçant plaqué sur un visage ridé, et le gars ne réfléchit pas et ne négocie pas. Il passe directement en mode attaque contre son propre mentor. Déden l'avertit d'arrêter de faire des histoires tant qu'il est encore gentil, mais Zéon ne veut rien entendre, littéralement ou autrement. Il a déjà une nouvelle salve de missiles de sable chargés et verrouillés sur la position du vieil homme. Déden tente un dernier avertissement, et notre gars tire quand même. Et écoutez, on ne peut même pas lui en vouloir. Le gamin fonctionne en pilotage automatique pur, totalement convaincu que le vieil homme a essayé de le tuer exprès. Son sable ensevelit Déden profondément, et il bouge et parle comme un esprit vengeur avec une rancune à régler. Ensuite, pas satisfait du simple sable, il tend la main vers les stalactites pointues suspendues au mur de la colonie, utilise ses grains fins pour scier net l'une des pointes géantes et fait s'écraser le tout sur le vieux. Alors, tout cet enchaînement a complètement épuisé notre gars. Un feu d'artifice impressionnant, certes, mais la facture de mana et d'endurance est arrivée immédiatement. Et pendant que Zéon continue de radoter sur la façon dont quelqu'un a essayé de l'assassiner, le vieil homme soupire simplement et se demande sérieusement s'il reste à ce gamin une seule cellule cérébrale fonctionnelle. Bien sûr, peut-être que les toxines de l'œuf de la reine lui ont un peu pourri le cerveau, mais ce n'est pas une excuse pour ne pas utiliser ce qu'il reste dans ce crâne épais. Et puis, il dit nonchalamment « Si j'avais voulu te tuer, une pichenette sur le front aurait suffi. Pourquoi quelqu'un s'embêterait-il à empoisonner un petit bâtard insignifiant ?» C'est une façon insultante de le dire, mais le gars a dû admettre que la logique tenait la route. Alors Déden explique enfin la chose qu'il aurait probablement dû expliquer avant de la lui faire avaler. L'œuf de la reine est un poison mortel qui tord et poignarde vos organes, et si vous survivez à cela, il évacue toutes les toxines et impuretés de votre corps. Un poison mortel ou un remède divin, tout dépend de la façon dont vous l'utilisez. Et une fois toute la crasse interne éliminée, le mana s'engouffre pour combler le vide. Il a dû sentir la différence tout à l'heure, alors qu'il essayait d'assassiner son propre mentor. Selon l'estimation du vieil homme, le mana de notre garçon vient de tripler ou quadrupler. Un boost de statistiques gratuit, un léger traumatisme des organes, c'est un échange équitable. Dès que Zéon obtient la véritable explication, il fait volte-face, s'excusant profusément et sautant littéralement dans les bras de Déden, prétendant qu'il n'était pas dans son état normal. Le vieil homme n'en fait pas tout un plat. Il est surtout dégoûté à l'idée d'être serré dans les bras par un type morveux. Oh, et en prime, l'œuf a aussi guéri ses blessures. Ses tympans sont entièrement rétablis, il peut donc à nouveau entendre les insultes avec une clarté cristalline. Quelle bénédiction! Zéon refuse de le lâcher, peu importe les protestations de Déden. Et pendant que cet idiot s'accroche à lui, le vieil homme discute intérieurement avec sa lame du pari qu'ils viennent de faire en le laissant manger cet œuf. Et voici le truc. Les excuses larmoyantes de Zéon n'étaient que partiellement fausses. Il ne voulait surtout pas énerver davantage le vieil homme. C'est intelligent, honnêtement, mais Daywoten estime que le risque en valait la peine. Si notre garçon ne devient pas fort rapidement, il ne sera qu'un poids mort, et parfois, les paris risqués portent leurs fruits, comme aujourd'hui. Alors le vieil homme soulève Zéon comme s'il ne pesait rien. Il est temps de quitter cette sinistre fourmilière. Zéon est confus. « Mec, je peux marcher maintenant. Pourquoi tu me portes encore ?» Eh bien, puisque quelqu'un a dormi pendant 4 jours d'affilée, ils ont déjà perdu assez de temps sous terre, et il n'y a qu'un seul moyen rapide de remonter à la surface. Et au moment où le vieil homme pointe le plafond hérissé de pointes, Zéon sait qu'il va avoir mal, qu'il soit d'accord ou non. Coupe sur la surface paisible du désert, brutalement interrompue, alors que ces deux-là jaillissent du sol comme un bouchon. Daywoten s'éclate à fond les manettes. Zéon, un peu moins. Pourquoi ne peuvent-ils jamais voyager comme des gens normaux? Et le vieil homme répond « J'adorerais faire une petite promenade tranquille si un certain imbécile n'avait pas fait la sieste pendant 4 jours. » Il a sincèrement pitié de quiconque finira par épouser ce gamin pathétique. Les taquineries s'arrêtent net quand Daywoten aperçoit quelque chose au loin. Zéon prétend que plus rien ne peut le surprendre, puis ferme immédiatement sa grande gueule dès qu'il suit le regard du vieil homme.
parce que devant eux se trouve une tortue terrestre de la taille d'une petite île. Cette chose est à près de 30 km et reste clairement visible. C'est dire à quel point elle est ridiculement immense. Daywotan explique qu'il s'agit de la forteresse mobile, Arcelon, une sacrée épine dans le pied qui ne lui a jamais laissé un moment de répit. La tortue elle-même n'est qu'une bête magique de rang B, mais ses défenses surpassent celles de nombreuses créatures de rang A. Quelqu'un a vraiment apprivoisé cette chose, a ajouté des modifications sur sa carapace et l'a transformée en forteresse ambulante. Le vieil homme dit à l'idiot de bien observer, car voir une chose pareille permet à n'importe qui de réaliser à quel point le monde est vaste. Il existe de vrais monstres là-dehors, capables d'apprivoiser et de chevaucher une bête pareille. Et quand la forteresse passe devant eux, ces deux types sont pratiquement de la taille de la saleté, coincés entre les orteils d'Arcelon. Puis la tortue s'arrête, et quelqu'un saute de la carapace. La caméra pivote, et nous voyons un autre vieil homme, et ce type a l'air encore plus vieux que le grand-père, ce qui, honnêtement, me semblait physiquement impossible. Le fossile repère Daywotan et dit « Ça fait longtemps ». Et Daywotan salue son vieil ami de la seule façon que les vieux monstres connaissent, en le charriant sur le nombre de dents qu'il lui manque. L'autre vieux est choqué que cet homme ait plus de 100 ans et qu'il ait toujours l'air aussi en forme. Daywotan demande à Pavilsa ce qui l'amène ici, puisque ce n'est pas son territoire, et Pavilsa admet nonchalamment qu'il fuyait des charognards. Et bien sûr, comment le vieil homme pourrait-il ne pas le charrier là-dessus? Il réplique immédiatement « Fuir des charognards, c'est assez pathétique ». Mais Pavilsa répond « Ça s'appelle être sage, quelque chose que tu ne connais pas ». Pendant ce temps, tout cela se déroule, et notre gars reste là à se demander pourquoi chaque vieil homme dans cette histoire est ridiculement surpuissant. Pendant ce temps, Pavilsa n'écoute même pas. Il fixe l'énorme tortue de pierre derrière eux, puis Daywotan pointe les escaliers sur la chose et leur dit qu'ils vont grimper sur la bête de pierre géante. Zéon recule alors qu'un œil géant se fixe sur lui, et notre gars décide que la chose la plus intelligente à faire est de rester complètement silencieux et de prier pour ne pas être considéré comme de la nourriture. C'est à ce moment-là que Pavilsa l'a enfin remarqué et a demandé à Daywotan s'il s'agissait d'un nouveau subordonné. Et Daywotan attrape Zéon et dit qu'il a ramassé quelques déchets pour aider l'environnement. L'autre vieil homme éclate de rire, ajuste son monocle et dit que la fin du monde doit être proche si ce type traîne quelqu'un avec lui. Ensuite, ils entrent à l'intérieur, et Zéon reste bouche bée car il y a toute une ville construite sur le dos de la tortue. Daywotan explique qu'il s'agit du clan Moth, tous descendants du sage sorcier de la ruine, puis ajoute qu'ils sont une bande d'inutiles, juste devant son ami. Le vieil homme s'agace et demande ce qu'il peut bien savoir sur leur clan, et Daewon attaque sans détour. Il en sait assez pour dire qu'ils seront tous abandonnés à la seconde où le vieil homme mourra. Il marque une pause, se tait un instant et dit simplement qu'ils en reparleront plus tard. Coupe vers une pièce élégante, tout le monde s'assoit et Pavilsa est maintenant prête à voir la marchandise. Sur ce, le vieil homme ouvre un portail sombre de sa main et déverse une montagne de trésors et d'équipements rares au milieu de la pièce, et la première question de Zéon est sincèrement « Combien de vies as-tu ôté pour obtenir tout ça ?» Il demande aussi si son maître est secrètement un sorcier et d'où vient tout ce bazar. Et Déotin se plaint que cet idiot ne sait même pas ce qu'est un sous-espace et regrette de l'avoir emmené. Pendant ce temps, Pavilsa inspecte le butin et vante la qualité irréprochable de chaque pièce jusqu'à ce que Déotin perde patience, lui dise d'arrêter de faire de la lèche et lui demande ce qu'il va obtenir en échange de tout ça. Pavilsa plaisante en proposant de payer avec des pierres de mana. Déotine était prêt à en venir aux mains. Le gars ne plaisante pas avec le paiement. Alors Pavilsa demande ce qu'il veut vraiment, et Déotin énumère ses exigences. Une cuirasse faite à partir de la carapace d'une reine fourmi, ainsi qu'un objet de sous-espace. Pavilsa rit. Pourquoi le gars qui a déjà le meilleur équipement voudrait-il ça? Et Déotin attrape une fois de plus notre gars, qui s'est déjà fait cogner 2 fois à ce stade, et dit « C'est pour cet idiot ». Les yeux de Pavilsa s'écarquillent, et il se dit « Pour que cet homme se soucie de quelqu'un, ce gamin doit être utile à quelque chose ». Alors il crie à travers la pièce pour appeler une fille nommée Kay. La grande porte en métal s'ouvre, et les amis, l'auteur sait comment faire des présentations. On regarde ses atouts, et notre gars est déjà en train de planifier un mariage dans sa tête. Le vieux demande si elle a toujours ce bracelet subspatial qu'elle a fabriqué il y a quelque temps. Elle ne l'a plus, mais elle a un gantelet qui s'est avéré si réussi qu'elle l'a gardé pour elle. Il lui ordonne de le donner à Zéon et elle répond « Pardon quoi ?» Déotin est surpris que la petite fille soit devenue une enchanteresse et félicite le vieil homme d'avoir laissé quelque chose d'utile à sa petite fille. Et Papy la pousse en avant, lui dit de le faire sans se plaindre et de faire fabriquer une nouvelle plaque de poitrine aussi. Alors Kay guide Zéon à travers la ville vers son atelier. En chemin, elle lui demande ce qu'il en est de ce maître monstrueux qu'il a, et il explique qu'il a rencontré le vieil homme par hasard et qu'il est traîné partout depuis. Elle l'agrippe en pleine panique, hurlant qu'il est impossible de rencontrer cet homme et de rester en vie. Zéon plonge son regard dans ses yeux et le reconnaît instantanément. C'est un traumatisme. Il se remémore Déotine avec ses yeux rouges luisants, et oui, il comprend. Elle remarque aussi son expression et devine qu'il souffre du même syndrome de stress post-traumatique. Elle le prévient que Déotin est un monstre sous une apparence humaine, et Zéon est d'accord sans une nanoseconde d'hésitation.
Ils atteignent une grande porte en métal et toute sa personnalité change du tout au tout. Elle affiche un sourire sauvage et lui dit de ne pas avoir peur. Il n'a jamais rien vu de tel de toute sa vie. Elle n'a pas tort. Zéon entre et reste planté là, bouche bée, à fixer des centaines d'objets insensés dont elle se vante d'avoir fabriqué chacun d'entre eux. Puis elle sort le chef-d'œuvre. Il le regarde avec une avidité que vous ne recevrez jamais de la part d'une fille et commence à en développer les fonctionnalités. C'est un gantelet subspatial autoréparable fabriqué à partir de matériaux ultra rares, d'attributs feu, avec le potentiel de devenir une arme monstrueuse si on y insère le bon objet. Zéon tend la main pour le saisir, dit merci et ne le lâche pas. Au dernier moment, ma fille tire son bébé vers elle, refusant de confier sa création à n'importe qui, et les deux se lancent dans un véritable tir à la corde. Zéon se fait traîner à travers l'atelier en criant, lui demandant ce qu'elle lui veut. Il finit par l'arracher et jubile en disant que son enfant est désormais à lui. Et pile à ce moment-là, une violente secousse fait trembler tout l'atelier. Tous deux fixent le plafond, terrifiés, et Zéon demande s'il devrait, rendre le gantelet. Elle hurle, non. Le rugissement de la tortue signifie qu'ils sont arrivés. Zéon demande qui ils sont, et elle se contente de lever les yeux, trop effrayée pour répondre. Coupe vers l'autre pièce, où Déotin se prélasse sur le canapé comme s'il était dans un spa, tandis que son vieil ami fixe le plafond en grommelant à quel point ces types sont persistants. Puis la scène change, et Zéon et Kay dévorent les escaliers en courant. Et notre gars est en pleine panique, lui demandant si ce sont vraiment les pillards. Et Kay répond « Ouais, c'est le gang du requin noir, une bande de psychopathes dirigée par un capitaine éveillé de bas niveau qui est pratiquement sauvage et ne s'arrête jamais de bouger, tuant des gens juste pour le plaisir. » Zéon est sincèrement perplexe. Genre, comment un guerrier faible peut-il causer autant de panique? Il défonce cette immense porte dorée pour entrer dans la pièce principale. Kay appelle son grand-père à tue-tête, et Pavilsa répond juste tranquillement « Ouais, je les ai vus aussi. » Elle suggère qu'ils prennent juste la tortue géante et qu'ils se tirent. Mais Pavilsa dit que le gang finira par les rattraper de toute façon, donc c'est en fait le moment idéal pour riposter. Kay propose de rassembler les guerriers, mais Déoting coupe court immédiatement, disant qu'il gère la situation. Pendant ce temps, Kay reste là, complètement perdu, à regarder Papy prendre une gorgée tranquille de sa boisson, avant de soudainement hurler à Zéon de se préparer au combat. Notre gars est là. « Attends, moi, entre nous deux, tu veux dire moi ?» Et le raisonnement de Déoting est simple. Tu as pris le trésor, maintenant tu en paies le prix en te battant pour le garder. Zéon demande comment il est censé battre un guerrier éveillé de haut niveau, et le vieil homme le fixe du regard et lance « Quoi? T'as peur ?» Transition sur Zéon debout dehors sous la tempête, relevant sa capuche, maudissant ce vieil homme pour avoir fait le coup le plus bas qui soit. Le type l'a pratiquement arnaqué pour ce combat, avec rien d'autre qu'un gantelet en guise de paiement. Pas le temps de bouder, cependant. Il prend une inspiration, ferme les yeux et commence à élaborer une stratégie en se concentrant sur l'étrange pouvoir de ce nouveau gantelet qu'il porte. En haut, sur la tortue, Pavil se demande si c'est vraiment intelligent de laisser le gamin là-bas tout seul, et Déotin adopte une attitude de dureté nécessaire, disant que Zéon doit apprendre à survivre par lui-même et que s'il perd, il meurt. Tout simplement. Aussi simple que ça. Pavil se lui reproche d'être beaucoup trop dur avec le pauvre chiot, mais même lui admet que si le gamin s'en sort, il pourrait devenir quelqu'un de légendaire. Ensuite, Papy met ses mains en porte-voix et crie un dernier conseil à Zéon en bas. Le gang du requin noir arrive enfin sur la tortue, et leur capitaine sourit et ordonne à son équipage d'éliminer tous les défenseurs, de ne faire aucune pitié et de donner une leçon. Ces pirates rugissent et lancent l'assaut, l'un d'eux hurlant que tout le monde ferait bien de se souvenir du nom du gang du requin noir. Ouais, ils s'en souviendront, mais pas pour la raison qu'ils espèrent. Parce qu'au moment même où ils chargent, le sol explose littéralement et projette toute la cavalerie dans les airs. Des types hurlent « Repliez-vous !» de la poussière partout. Le capitaine hurle « C'est un piège !» et sa nana jure que la voie était libre. Ce n'était absolument pas libre. Zéon sort de l'ombre et attrape l'un des membres de l'équipage du capitaine avant même qu'elle ne réalise qu'il est là, l'abattant d'un seul coup net. Ça en fait une de moins, et le capitaine grince des dents en voyant ses hommes se faire rétamer aussi facilement. Zéon reste simplement là, dans la tempête, s'essuie le visage et dit froidement « Au suivant ». Un épéiste aux cheveux bleus s'avance et se précipite sur lui avec une attaque énergétique si puissante qu'elle fend les dunes de sable, sauf qu'elle ne touche rien du tout car Zéon l'a simplement bloqué avec sa lame. Le capitaine hurle un avertissement et en plein vol, ce type a ce moment classique de « Oh non, j'ai merdé ». Il tente un ultime coup désespéré. Le capitaine hurle à propos de coups bas, et une explosion massive de terre et de vent surgit de nulle part, juste devant Zéon. Le capitaine crie à la triche et au coup bas, mais honnêtement, gagner, c'est gagner. Il charge avec un coup de poing enflammé, appelant son allié en renfort pour une attaque combinée. Peu importe. Zéon bouge une fois, l'épéiste est à terre, et la menace est neutralisée. Debout là, les yeux brillants et couverts de poussière, Zéon se remémore quelque chose. Déodin lui avait dit que le vieil homme avait remarqué que Zéon était plus préoccupé par le fait d'ôter une vie que par le danger réel, et lui avait dit sans détour « Ces types ne sont pas des gens. Ils blessent les autres pour le plaisir. Aucune raison n'est nécessaire,
et d'innombrables innocents ont souffert à cause d'eux. Alors pourquoi avoir pitié d'eux? Zéon prend appui, saisit son épée et décide « Non, des monstres comme ça ne méritent aucune pitié ». Le capitaine déteste absolument cette énergie, activant son aura rouge, insultant Zéon avec une haine pure dans ses yeux rouges luisants. Des lances de sable commencent à pleuvoir tandis qu'un mur de terre enferme Zéon. Il commence à proférer des menaces, disant qu'il va découper Zéon en morceaux, le donner en pâture aux monstres du désert et faire souffrir toute sa famille, le package complet du monologue de méchant. Zéon répond simplement par un petit bonjour glacial, puis demande calmement si ce sont là ses derniers mots. En haut, Déodine observe avec un sourire sincèrement fier de voir à quelle vitesse son élève progresse. Pendant ce temps, sur le champ de bataille, notre gars se prépare pour le coup final. Alors Zéon le regarde simplement et lance « Hé, ordure, ce sont vraiment tes derniers mots ?» Alors le chef des bandits prend enfin une seconde pour regarder autour de lui et voit toute sa bande transformée en cadavre, y compris son pote à l'épée bleue. Et le type n'arrive tout simplement pas à réaliser. Il passe en mode déni total, marmonnant que c'étaient de puissants guerriers. Il était impossible qu'un amateur les ait éliminés. Et pile au bon moment, un dragon de sable géant se forme derrière Zéon. Le capitaine est visiblement terrifié, mais au lieu de faire preuve d'intelligence en prenant la fuite, il serre les poings, concentre toute son énergie de feu et crie à Zéon d'arrêter de se cacher derrière des tours de magie et de montrer sa véritable puissance. Il plonge à travers la tempête de sable, esquivant les pics de sable, bondit dans les airs, frappe le sol avec un tourbillon de flammes, une énorme explosion destructrice qui crée un cratère et tout le tralala, puis il hurle, demandant ce que Zéon compte faire maintenant. Sauf qu'une fois la fumée dissipée, Zéon n'est plus là. Il tourne sur lui-même, paniqué en se demandant « Où est passé ce gamin ?» Et Zéon réapparaît dans son angle mort et le tranche avec son épée. Mais le capitaine sourit malgré l'entaille, car Zéon est enfin à sa portée. Il attrape le gamin, le plaque au sol sans ménagement et pose un pied sur sa poitrine tout en se moquant de son manque d'expérience au combat. Une seule erreur sur le champ de bataille te coûte la vie, gamin. Il attrape ensuite Zéon par le cou et commence à lui faire payer la mort de chaque membre de son équipage, hurlant littéralement leur nom entre chaque coup en mémoire de ses alliés tombés au combat. Chaque coup est un direct chargé de feu, et l'un d'eux déclenche une explosion si puissante qu'elle creuse un nouveau cratère fumant dans le désert. Le bandit affiche un sourire psychotique, disant à Zéon qu'aucune de ses capacités ne fonctionne dans sa poigne, sauf ta faiblesse. Prépare-toi à la fin. Le type fait un monologue en plein passage à tabac, ce qui, historiquement, n'a jamais réussi à aucun méchant. Il lève le poing pour le coup de grâce, et Zéon lui glisse simplement entre les doigts. Notre gars glisse hors de ses propres vêtements comme du sable, laissant le gantelet dans la main du capitaine, et l'homme se retrouve à frapper dans le vide en traitant Zéon de relâche. Zéon répond en bondissant et en lui assénant un coup de pied en plein dans le dos qui le fait cracher du sang. Le capitaine sait qu'il a fait une erreur en le laissant s'échapper, mais il remarque aussi quelque chose. Les coups de Zéon sont bien plus faibles sans ce gantelet, alors il commence à élaborer une théorie en plein combat. Le gantelet était un amplificateur, le véritable secret derrière la puissance destructrice du gamin. Zéon contrôle le vent, et le sable est juste là pour donner du poids physique à ses coups. Confiant d'avoir percé le code, il se précipite pour un combat au corps à corps pur, lançant un coup de poing violent et criant qu'il a compris toutes les astuces de Zéon et qu'un magicien sans amplificateur ne pourrait jamais battre un combattant au corps à corps. Et Zéon, étalé au sol, se contente de lui sourire, alors qu'il se sentait beaucoup trop confiant, pensant avoir compris l'astuce de Zéon. Une pointe de terre géante jaillit du sol et transperce le capitaine en plein dans le dos. Zéon l'avait patiemment appâté tout ce temps, jouant les faibles jusqu'à ce que l'homme baisse sa garde. Mais même en se vidant de son sang, le cerveau du capitaine finit par percuter. Attends, Zéon n'a plus le gantelet. Aucun magicien ordinaire ne pourrait déplacer autant de sable sans un amplificateur. Alors, qui ou quoi est ce gamin, en réalité? Avant qu'il ne puisse terminer cette pensée, d'autres pointes de terre le transpercent et le clouent sur place, du sang partout. Dans ces derniers instants, il réalise que le pouvoir de Zéon n'est pas du tout le vent. C'est la manipulation du sable. Et bien qu'il soit en train de mourir, il refuse d'y croire car une chose pareille ne devrait même pas exister. Pendant ce temps, sur la tortue, le vieux Pavilsa a observé toute la scène avec horreur, marmonnant que le gamin utilise le désert lui-même comme bouclier et comme arme. Il nous explique la situation. Le méchant était le combattant expérimenté ici, et l'affronter de front aurait conduit Zéon à sa perte. Alors le gamin a fait semblant d'être faible, l'a attiré dans un piège et a frappé au moment précis. En bas, l'épuisement finit par le frapper, et Zéon tombe à genoux, crachant du sang, complètement vidé. Pavilsa est sincèrement impressionné, affirmant qu'il est incroyable de voir ce gamin inventer des techniques de combat en plein milieu d'une véritable bataille. Ce jeune homme n'est vraiment pas ordinaire. À ses côtés, Déodin continue de fixer silencieusement le champ de bataille avec cet air pensif, et le vieil homme se tourne vers lui avec la seule question logique qui reste. Où diable as-tu trouvé un monstre pareil? Pendant ce temps, au sol, Zéon tient à peine debout, chancelant dans le sable, se tenant le bras et pensant « Bon sang, c'était moins une, j'ai failli y passer ». Puis il esquisse un petit sourire, se demandant si le vieux va enfin le féliciter pour sa victoire. Avant même qu'il puisse terminer cette pensée,
Une fissure s'ouvre dans le sable et quelque chose pousse un cri strident depuis le ciel, et Zéon se fige sur place. Et pile au bon moment, Déodim pointe son épée vers lui et le traite d'idiot pour avoir commis une erreur de débutant pendant le combat. Zéon hurle « Quelle erreur! Pourquoi je me fais encore gronder ?» Et le vieil homme lui explique, les dents serrées. Zéon a épargné l'épéiste ennemi et lui a tourné le dos, un type qui était tout à fait prêt à le poignarder dans le dos. Il demande combien de temps ce gamin compte rester aussi naïf dans un combat mortel, puis se retourne et lui dit froidement de faire demi-tour, ajoutant qu'avec une mentalité aussi faible, Zéon va mourir très rapidement. Pavilsa et Kay observent toute cette scène de remontrance en silence, se sentant mal pour le gamin. Alors qu'il s'éloigne, Déodim lui en remet une couche, lui disant d'abandonner tant qu'il en est encore temps. Zéon est là, en train d'encaisser tout ça, quand Pavilsa s'approche et le remercie chaleureusement. Les gens ici sont de simples forgerons. Ils ne savent pas se battre, et sans le courage de Zéon, beaucoup d'entre eux seraient morts à l'heure qu'il est. Le chef du clan est tout sourire, louant son excellent travail. Puis Kay le prend dans ses bras, lui disant qu'il a été incroyable face à ces pirates et de ne pas faire attention aux vieux grincheux parce qu'il en demande trop à tout le monde. Mais Zéon détourne le regard, parce que le truc, c'est que le vieil homme n'avait même pas tort. Il avoue qu'il savait que le type qu'il avait épargné risquait de lui sauter dessus. Il a simplement fait semblant de ne rien remarquer, espérant que le problème se réglerait tout seul. Il savait que ces pirates étaient pourris et qu'ils le méritaient. Il n'avait tout simplement pas le cran d'ôter une vie et de porter cette culpabilité. Soudain, ça fait tilt. Déodine a probablement vu beaucoup de gens bien mourir à cause de cette erreur précise, et cette réprimande brutale était sa façon tordue, à la grand-père, d'essayer de garder Zion en vie. Zion sourit et conclut « Le vieil homme a juste beaucoup de mal à montrer son affection. » Les deux forgerons le fixent comme s'il avait une deuxième tête, et Kay lui pince les joues en lui demandant s'il s'est cogné la tête quelque part, disant que tout ça, c'était beaucoup trop pour un gamin de son âge. Pavel se sent un peu coupable de voir un gamin se battre pour protéger des adultes qui en sont incapables, alors il invite tout le monde à manger et dit à Zion d'aller prendre un bon bain. Pendant ce temps, Déwon se détend au palais, feuilletant calmement un livre rouge, quand Zion défonce la porte en lui criant d'arrêter de faire semblant de ne pas être dans la pièce. Le vieil homme ne lève même pas les yeux, il demande juste avec sarcasme si le lâche est venu annoncer qu'il abandonnait. Zion insiste sur le fait qu'il ne craquera pas si facilement, que le combat n'était rien, et Daewon, au milieu d'une gorgée de thé, souligne un petit détail. Gamin, tes mains tremblent encore. Mais au lieu de l'enfoncer, le vieil homme dit « C'est normal, seul un imbécile ne ressent rien après une bataille. » Ôter une vie n'est jamais facile, et cette culpabilité restera gravée en lui pour toujours. Pas besoin d'oublier la douleur ou de s'y habituer, car le jour où Zion cessera de se sentir coupable sera le jour où il deviendra l'un des monstres qu'il tue. Cette douleur est la preuve qu'il est encore humain. Puis il gâche le moment en ajoutant que si Zion ne peut pas supporter la pression, la sortie est juste là. Zion crie qu'il a déjà dit qu'il ne craquerait pas, dit au vieil homme d'arrêter de s'inquiéter autant, puis ajoute « D'ailleurs, comment pourrais-je laisser un vieux têtu mourir seul sans personne autour ?» Daewon le fixe en silence, puis sourit un peu et le traite de gamin insolent. Zion pousse le bouchon en disant que le bruit lui manquerait, et le vieil homme frappe du poing sur la table tandis que Zion hurle de peur. Coupe vers la forge où un énorme marteau projette des étincelles partout et toute une équipe de forgerons travaille à stabiliser une lame. Kay est émerveillée. Elle n'a jamais vu autant de maîtres forgerons réunis au même endroit, et Pavels explique qu'ils sont tous là uniquement pour stabiliser l'épée de Daewon. Elle n'arrive pas à croire qu'une seule arme dégage autant d'énergie depuis des jours. Pavels lui dit que l'épée s'appelle Crayon, un chef-d'œuvre né de l'obsession pure d'un homme, rempli d'innombrables enchantements et des âmes de millions de bêtes magiques. Ce n'est plus vraiment une épée, mais plutôt un être vivant à ce stade. Kay demande « Qui l'a fabriqué ?» et le vieil homme révèle que le créateur était un homme nommé Crayon. Kay réagit. Le type a donné son propre nom à son épée. Elle est déconcertée, et Pavels lui dit simplement de voir cela comme de l'art. Ensuite, il change de sujet et l'avertit que les visiteurs vont bientôt partir. Daewon n'est pas du genre à rester les bras croisés, il a donc probablement déjà fini de faire ses bagages. De retour dans le hall, Pavels demande ce qu'il est en train de faire, car Zion est étalé sur le sol, et Daewon lui dit de ne pas y prêter attention. C'est juste de la discipline. Kay reproche donc à Daewon de malmener Zion, et sa défense, en gros, c'est qu'il me fait la même chose. Ensuite, Pavels arrive, dit que l'épée est presque réparée et demande à Daewon de passer la récupérer. Daewon le remercie sincèrement à voix haute, ce qui fait littéralement disjoncter le vieil homme. Il reste planté là, toujours en train de plaquer Zion au sol, en se disant « Attends, il vient vraiment de dire merci ?» Pendant une seconde, il n'a pas pu en croire ses oreilles, mais Daewon commence alors à s'expliquer, disant que c'est probablement la dernière fois qu'ils se verront. Pavels se montre un peu profond ici, expliquant que tous ceux qui ont survécu à cette tragédie ont simplement fui, vivant comme des fantômes, évitant leur propre passé parce que l'affronter était trop difficile. Mais Daewon n'a jamais détourné le regard. Il a porté tout ça tout seul pendant près de 100 ans et Pavels le respecte énormément pour ça. Et comment Daewon réagit-il à ce discours intense? Il dit juste merci encore, tout en restant super tranquille. Pavels sourit et dit qu'ils se reverront bientôt, espérons-le,
et il est lui-même choqué d'avoir souhaité des retrouvailles avec ce type. Puis il remarque Zion qui sourit en sortant et là, il comprend. C'est grâce à ce gamin que Daewon est différent maintenant. Pendant ce temps, au loin, Kay écrit qu'elle a hâte de les revoir elle aussi. Saut dans le temps, 2 semaines plus tard. Pavel se détend seul sur une montagne déserte, en pensant à la vitesse à laquelle le temps passe, quand il lance nonchalamment « Oh, hé, je te vois arriver en douce », ce qui fait une peur bleue à Kay, qui pensait être discrète. Il lui demande combien de temps elle compte continuer à faire ce coup-là, puis remarque que quelque chose ne va pas chez elle. Elle admet qu'elle se sent un peu vide ces derniers temps. Il s'avère qu'elle pensait à Zion qui devenait fou de joie avec sa nouvelle pièce d'armure de reine fourmi, fourrant tout son butin dans son espace de stockage comme un gamin le matin de Noël, plaisantant même sur le fait que Daewon se cachait là-dedans avec lui. Elle espère juste qu'il restera aussi heureux sur la route. Ensuite, elle plaisante en disant que grand-père lui ressemble trait pour trait, et il réplique qu'elle a encore 50 ans de retard pour lui ressembler en quoi que ce soit. Puis il devient sérieux, lui demande d'aider Zion si leurs chemins se croisent à nouveau, et elle promet qu'elle lui fabriquera le meilleur équipement qu'elle ait jamais créé. Pavel se ferme les yeux, en sirotant son thé, tout à fait certaine qu'elle finira par croiser Zion. Il dit qu'aider celui qui héritera de la volonté de Daewon revient essentiellement à rembourser une vieille dette, car honnêtement, le monde entier doit quelque chose à cet homme. Coupe sur notre gars, le vieil homme et Zion, qui se fait encore une fois cogner sur la tête. Il pleure, a une bosse de la taille d'une balle de golf, et se plaint que le vieil homme va finir par lui faire sortir le peu de cervelle qui lui reste par les oreilles. L'excuse de Daewon? Zion faisait trop de bruit en chassant les monstres, ce qui est littéralement son travail. Zion pointe l'épée géante et plaisante en disant que même l'arme trouve que Daewon est ridicule, alors évidemment, il se fait encore frapper pour ça aussi, finissant face contre terre dans le sable avec de la fumée qui s'échappe de sa tête. Allongé là à manger du sable, il est au moins content d'avoir épuisé tout son mana pour la journée. Le mana, c'est comme un muscle. Plus on le sollicite, plus il se développe. Tout cet entraînement brutal est dû au fait que Zion a perdu son premier vrai combat contre un autre éveillé, un pillard, et ça l'a secoué. Il était furieux de voir à quel point il était encore faible, à quel point il avait été imprudent, et comment même les monstres lambda qu'il tuait se battaient plus pour survivre que lui lors de ce combat. Plus jamais ça, se dit-il. Il regarde le gantelet de feu de Kay et regrette de ne pas avoir obtenu d'équipement plus tôt, se demandant s'il atteindra un jour le niveau de Daewon ou peut-être même s'il pourra un jour parler à sa propre arme, comme le fait Daewon. Puis il observe le vieil homme en train de littéralement chuchoter à son épée et se demande si le type ne traverse pas une sorte de phase. Zion extrait le noyau d'énergie de quelque chose qu'il vient de tuer et le jette dans le compartiment de stockage de son gantelet. Il remarque que le soleil se couche étrangement vite. Il s'avère qu'ils ont traversé une nouvelle région et qu'ils se dirigent maintenant en fonction du soleil. Daewon sourit et dit qu'ils ont un comité d'accueil qui les attend. Un énorme rocher sombre qui dépasse du sable, juste la pointe d'une montagne enterrée si immense que même les vers des sables l'évitent. Daewon se propulse directement au sommet en un seul bond, et Zion soupire en se disant que jouer les babysitters pour ce vieil homme est pratiquement un travail à plein temps, puis il se crée des piliers de terre pour le rejoindre. Il s'assoit à haut en partageant de la viande séchée, c'est assez calme et tranquille pour une fois. Daewon lui demande comment il va. Zion répond qu'il s'en sort, mais qu'il a encore un long chemin à parcourir, et lui demande quand il maîtrisera enfin l'utilisation du sable comme arme. La réponse de Daewon, quand tu seras capable de couper une tempête de sable en deux. Zion l'entend et se dit, donc en gros, jamais. Génial. Ensuite, Daewon mentionne qu'il y a un donjon dangereux à proximité qui pourrait vraiment aiguiser ses compétences et lui demande s'il a le courage de s'y aventurer. Zion est prêt à partir sur le champ, mais le vieil homme lui dit simplement d'aller dormir. Mais soudain, ils entendent des voix paniquées. Ils regardent et voient des gens fuir quelque chose dans l'obscurité. Alors Zion plisse les yeux pour mieux voir et repère immédiatement son futur harem d'elfes en bas. Il se tourne donc vers le vieil homme et propose d'aller éliminer le monstre, et Daewon lui demande sarcastiquement s'il préférerait plutôt aller se faire des amis avec. En bas, les elfes paniquent et se précipitent pour trouver une cachette. L'un d'eux suggère de se séparer. Le chef rejette l'idée, jugeant cela trop risqué, et c'est alors qu'ils aperçoivent les deux humains sur le pilier rocheux. Zéon est ébahi pendant environ 5 secondes car c'est la première fois qu'il voit des elfes, cette race noble légendaire. Puis il entend leur véritable plan, qui consiste à jeter les humains en pâture aux monstres. Et Zéon reste juste là, à penser « Qu'est valait mieux que chacun d'entre vous ?» Avant même qu'ils puissent terminer cette pensée, ils ont déjà escaladé le rocher, et l'elfe-chef commence à leur ordonner « Descendez là-bas et attirez la bête au loin pour qu'ils puissent s'échapper », tandis que toute l'escouade dégaine ses armes pour bien faire comprendre le message. Zéon essaie de les raisonner « Vous êtes clairement assez rapide pour vous échapper par vous-même. » Mais personne ne l'écoute. Et soudain, l'air se déchire. Une pression écrasante s'abat sur tout le monde, et la première pensée de Zéon est qu'une bête magique sans précédent vient de faire son apparition. Les elfes pensent clairement la même chose, les visages figés, mais ils réalisent rapidement qu'il ne s'agit pas d'un monstre. C'est une terreur pure liée à l'instinct de survie, pire que tout ce qu'il a pu ressentir de la part d'une bête ou d'un humain éveillé. Il cherche la source du regard, et son sang se glace. Cela vient du grand-père. L'intention meurtrière de Daven est si épaisse qu'elle constitue pratiquement une force physique, et la chef, bégayant,
Comment un humain peut-il avoir un tel pouvoir? Hurle à son escouade de se ressaisir alors qu'ils sont déjà à genoux. Et c'est là que son orgueil la pousse à agir au-delà de ses capacités. Elle ne peut accepter que des elfes soient à genoux devant un humain, alors elle décide qu'il doit mourir et tire une flèche magique surchargée. Zéon hurle, la traitant d'idiote alors que la flèche vole, puis se reprend. Attends, pour qui je m'inquiète au juste? Ce type est un monstre. Et oui, Daven ne bronche pas, donne un coup de poignet, attrape la flèche à 1 pouce de son cou et se retourne avec un visage empreint d'une fureur pure. La chef essaie de se remettre en position de combat, hurlant qu'ils ont juste besoin de tuer cet unique humain. Enfin, jusqu'à ce que Daven prenne la parole. Comment avez-vous survécu? Et avant que quiconque puisse cligner des yeux, il est déjà là, tenant l'une des elfes, Jorah, par la tête. Il grogne qu'il les a tous tués il y a des décennies, alors comment se fait-il qu'il soit en vie? Les autres lui hurlent de lâcher prise, indignés qu'un simple humain puisse toucher une elfe, et il demande simplement à nouveau, d'une voix basse et mortelle. Comment avez-vous survécu, bande de bâtards? Qui avez-vous tué pour survivre cette fois-ci? Puis il serre, et la tête de Jorah éclate comme une tomate. Un seul piétinement fait tomber les autres, et Daven se remémore leur logique tordue selon laquelle les vies humaines valent moins que des insectes, et il crache. Que même après avoir vu ce que le monde est devenu, des bâtards comme eux n'ont pas changé d'un iota. Et Zéon est là, au milieu de tout ça, complètement abasourdi, les vieilles paroles de son maître résonnant dans sa tête. Si le monde est devenu ainsi, c'est entièrement à cause des races non humaines. Comme prévu, le sol explose et le véritable monstre surgit, une créature souterraine colossale que les elfes appellent un sulkeros. Et même en chute libre vers ce cauchemar, ces elfes continuent de comploter. L'une d'elles hurle à sa compagne, Aurora, de jeter le plus petit humain sur la bête pendant qu'elle s'occupe de celui qui a tué Jorah. Elle se retourne et le monde se fend en deux. Daven a déjà bougé, abattant le monstre et l'elfe d'un seul coup, puis il en élimine 2 autres en plein vol, atterrit et attrape la dernière comploteuse par le visage. D'un calme terrifiant, il dit « Votre village est tout près, n'est-ce pas? Réponds et je te laisse partir. » Elle répond et l'insulte, alors il la plaque au sol et c'est terminé. La dernière elfe est un amas tremblant, le suppliant de rester à distance. Zéon finit par craquer, déplace les monstres, le suppliant de frapper, puis s'arrête, et Daven assène un revers de main à son propre élève, l'envoyant voler dans la poussière sans même le regarder. Il se retourne vers l'elfe terrifiée, se moque d'elle parce qu'elle tremble devant un humain, et avec un large sourire maniaque, demande une dernière fois « Dis-moi où se trouve ton village, et si tu le fais, je te laisserai partir. » Un seul regard dans les yeux de cet homme et sa loyauté envers toute sa race s'évapore. Ses yeux se dirigent vers le village. Daven sourit et s'élance dans un nuage de poussière. Quand la poussière retombe, elle est seule. Elle éclate d'un rire hystérique de soulagement, pensant avoir survécu, mais non, car la seconde suivante, sa tête tombe. Pendant ce temps, Zéon se traîne hors des décombres, en sang, pensant « Mais qu'est-ce qui est arrivé à ce vieil homme? Pourquoi agit-il comme ça ?» Puis il baisse les yeux, réalisant que sans son nouveau plastron, il aurait au moins 4 côtes cassées. Il regarde la dévastation, les corps, la puissance pure que son maître vient de déchaîner et pose la seule question qui compte. Pourquoi a-t-il dû aller aussi loin? Alors notre gars se relève en vitesse et fonce à la poursuite du vieil homme, et pendant qu'il court, les paroles du vieux aux elfes tournent en boucle dans sa tête. Ce fameux « Je vous avais tous tués il y a des décennies. Où vous cachiez-vous » Et soudain, toutes les tirades que son maître a pu faire sur le fait que les non-humains ruinent le monde prennent une toute autre dimension. Il arrive au village en criant le nom de Daven, puis il se fige. Tout le village elfique est en feu, des corps partout, un véritable massacre. Il a couru jusqu'ici aussi vite que ses jambes pouvaient le porter, et il est quand même arrivé trop tard. Il s'effondre à genoux au milieu de tout ça, et là, à travers les flammes et ses propres sanglots, il entend quelque chose. Quelqu'un est en vie. L'espoir renaît. Il se focalise sur le bruit et sprinte dans une ruelle en suivant les cris, et l'espoir se change très vite en horreur, car lorsqu'il arrive, le vieux les a déjà expédiés dans l'au-delà des elfes. Zéon n'arrive même pas à réaliser. La même question ne cesse de tourner en boucle dans son esprit. Pourquoi le vieil homme va-t-il aussi loin? Alors il invoque du sable tout autour d'eux, espérant immobiliser le vieil homme et exige des réponses. Pourquoi dois-tu aller aussi loin? Et Daven se contente de le regarder de haut et lui demande s'il essaie de jouer les héros. Puis, il l'expulse nonchalamment du ciel avec une vague de puissance pure, et notre gars valdingue dans les airs, se faisant complètement démolir tout en gardant le même regard fixe sur le vieux, jusqu'à ce que Zéon s'écrase au sol assez violemment pour le faire trembler. Il s'extirpe de la poussière en gémissant, et Daven pose une botte sur son visage et commence son sermon. Tu n'es pas un héros, tu es juste un gamin imprudent. Zéon admet qu'il n'est pas intervenu plus tôt parce qu'il ne comprenait pas pourquoi le vieil homme était si en colère et qu'agir à l'aveugle lui semblait imprudent. Mais tuer des elfes qui s'étaient déjà rendus, c'est franchir une limite. Daven appuie plus fort avec sa botte et attaque là où ça fait mal, disant que Zéon utilise le mot « comprendre » beaucoup trop facilement. Ensuite, il déterre le passé du garçon, lui demandant si les pillards que Zéon a tués étaient vraiment ceux qui avaient assassiné ses parents, et soulignant que Zéon est lui aussi passé en mode vengeance totale, en qualifiant simplement cela de « justifié ». Et c'est là que la vraie leçon commence.
La mentalité tordue des elfes n'est pas apparue du jour au lendemain, et ces quatre-là n'étaient pas une exception rare. Toutes les races non humaines pensent de la même manière. Ils font du mal aux humains, non pas pour le plaisir, non pas par religion, mais simplement parce qu'ils le peuvent, et ensuite ils inventent des excuses, dépeignant les humains comme les méchants pour ne jamais avoir à se regarder dans le miroir. Ta pitié est feinte. Le monde réel est un combat incessant pour la survie. Détermine où tu te situes réellement avant de donner des leçons d'humanité à qui que ce soit. Il a vu le monde avant et après son effondrement, quelque chose que Zéon ne peut même pas imaginer. Mais Zéon se force à se relever. Daven se tourne pour partir et lance une dernière réplique. Croiras-tu encore à ces naïvetés une fois que tu connaîtras la vérité? Zéon demande. Quelle vérité? Daven répond. Tout, et le traite de jeune et stupide. Il le traite de jeune et d'idiot, confondant imprudence et justice, et Zéon réplique que c'est ce même vieil homme qui lui a appris à ne jamais abandonner, et il jure que même s'il finit par voir tout ce que son maître a vu, il ne renoncera pas à ses convictions. Il se dévisage pendant une seconde, deux générations d'un même monde brisé en conflit, puis le vieil homme cède, lui lance quelques vêtements, lui dit de chercher ses réponses dans le village, et repart seul vers Arche. Zéon commence donc à fouiner, et tout de suite, quelque chose cloche. Le village n'est composé que de maisons, pas de magasins, pas de restaurants, pas de fermes. Ce n'est pas un endroit où les gens vivaient, c'est un endroit où les gens dormaient. Puis, il trouve un coffre rempli de bibelots et de bijoux dans un style qu'il n'a jamais vu dans aucune ville humaine. Et ces objets semblent avoir plus de 100 ans, ce qui n'a aucun sens car l'histoire officielle dit que les non-humains ne sont apparus qu'il y a 100 ans, quand le monde s'est transformé en désert. Impossible. Une culture ne construit pas ce genre d'histoire en un seul siècle. Il trouve une tablette couverte d'une étrange écriture extraterrestre et une théorie déplaisante commence à prendre forme. Et s'ils n'étaient pas simplement apparus de nulle part? Et s'ils existaient bien avant cela et qu'un être incroyablement puissant les avait tous traînés sur Terre? Et si une telle chose existe, alors tout ce qu'il a toujours cru sur son monde est un mensonge. Puis le dernier élément, le pire, tombe. Un autre coffre, celui-ci rempli d'effets personnels ensanglantés ayant appartenu à des humains. Et c'est là qu'il comprend pourquoi il n'y avait ni magasin, ni ferme. Ils n'en ont jamais eu besoin. Ils obtenaient tout en tuant des gens et en leur prenant leurs biens. On passe à l'extérieur du village et notre garçon est en train de tout détruire. Ensuite, il se met à genoux, touche le sol et la seconde suivante, tout l'endroit est englouti par le sable. Il se relève, regarde là où se trouvait la ville et se dit